voter, coalition ou pas coalition, la première personne qui sortira de cette élection-là sera un candidat de l'opposition. La première personne, nous sommes dans une élection présidentielle à la majorité relative à un seul tour. Le RDPC a eu 3,7 millions de voix en 2011. Ils ont plongé à 2,5 millions de voix en 2018. Et ces 2,5 millions de voix-là, ils avaient encore l'UNDP et le FSNC comme alliés. Ils n'ont plus ces alliés-là aujourd'hui. Et je suis confiant et conscient qu'au fil du temps qu'on va évoluer vers la date finale de l'élection, il y a des coalitions d'acteurs, même parmi les candidats qui ont été confirmés, qui vont se créer. On n'aura pas, je ne pense pas qu'on aura plus de 4-5 candidats majeurs à cette élection-là. Et le RDPC ne fera pas 2 millions de voix. Le RDPC ne peut pas faire 2 millions de voix. Donc, si nous travaillons, nous continuons à implanter nos outils de surveillance, de contrôle du vote, nous continuons à faire connaître nos idéologies et nous travaillons vers la convergence de nos programmes et de nos stratégies, la personne qui sortira victorieuse de cette élection-là, que ce soit moi ou un autre, sera un candidat de l'opposition. Mais pour ça, il faut que les gens se mobilisent pour aller voter. Et une fois que nous aurons obtenu cette victoire-là, nous pourrons nettoyer le système électoral pour que dans l'avenir, les Camerounais ne se démobilisent plus du jeu, du vote, parce qu'ils estiment qu'il n'y a rien à y faire. Moi, je suis confiant. Il faut aller à la bataille, il faut gagner cette élection-là, et ensuite, on pourra avoir des règles de jeu saines. Ok, merci pour cette éclaircie. Voilà, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Concernant votre programme politique, qui est résumé en 12 clés, nous n'allons pas vous demander de parcourir tout le programme parce que ça va prendre assez de temps. Mais nous allons vous demander de nous dire quelles sont les portes que vous pouvez ouvrir directement avec ces clés dès votre accès au pouvoir. Est-ce que vous... Ouais, peut-être la connexion. Ça a bugué. Ouais. Pas mal le jeu de mots. Quelles sont les portes qu'on peut ouvrir avec ces clés? Yes. Bon, là, on va attendre qu'ils reviennent, là. Voilà, je vais remettre un peu les commentaires. Les gars, soyez responsables, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai bloqué les commentaires. Sinon, je bloque jamais les commentaires sur mes lives. Donc, soyons responsables, s'il vous plaît. Merci. Bon, je pense qu'il a bugué. Peut-être un problème peut-être technique. Et puis, il reviendra tout à l'heure. Je vais voir s'il a déjà renvoyé sa demande. Tout ça, c'est le continent. Les aléas du direct. La connexion, c'est un problème. Bon, on va attendre 2 à 3 minutes qu'il rétablisse son problème technique et puis qu'il revienne parce que je pense que vous avez beaucoup de questions à lui poser. Moi, ça sera la dernière pour moi. Il va un peu nous dire ce qu'il fera une fois au pouvoir, genre ce qu'il pense accessible directement. Et après, je vais vous laisser le flambeau, vous allez monter progressivement pour lui poser des questions. Et puis savoir, vous pouvez avoir des questions de tout ordre, tout ce que vous voulez. Celui qui n'est pas à l'école, celui qui est à l'école. Vous pouvez poser des... Pourquoi l'eau qu'on boit à la couleur du pamplemousse, par exemple? C'est une question. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez pouvoir résoudre? Ce sont des exemples. Soyez vraiment terre à terre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un langage soutenu ou quoi que ce soit. Je pense qu'il peut être à l'écoute de tout le monde. Là, je le cherche. Bon, il n'a pas encore envoyé sa demande. Mais bon, en attendant le candidat à la présidence, madame, j'aurais une question pour vous. Dites-moi, monsieur. Avant qu'il ne continue, tout le monde ici sur les réseaux sociaux sait déjà que vous avez pris position et que votre candidat c'est monsieur Iram Samuel Iodji. Pourquoi avez-vous fait ce choix?
sauf si je ne m'abuse, je ne vous ai jamais vu prendre position. Pourquoi ça s'est fait aujourd'hui et votre regard s'est porté sur lui? Bon, déjà, je vais dire que on m'a donné des candidats un peu tous les jours. Hein. Quand j'ai interviewé Cabral, on m'a dit que c'était mon candidat. Dès que je dis X, on dit que Kamto c'est ton candidat. Y. Et au final, j'ai fini par décider que Hiram c'est mon candidat en 2025 parce que j'ai écouté son programme. J'ai lu son livre qu'il a écrit en 2011, Mes rêves de jeune le Cameroun pour les 50 prochaines années, qu'il a écrit quand il avait 23 ans, c'est-à-dire l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je me suis reconnue dans chacune de ses phrases. C'est-à-dire que je suis une personne qui croit fermement, comme je dis souvent, je suis une amoureuse de l'Afrique. Je crois au panafricanisme. Donc je pense que l'Afrique, pour se développer, aura besoin de s'unir. En écoutant Hiram, parce que j'ai fait une interview avec lui, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, allez la regarder sur YouTube, elle dure à peu près 2 heures. J'ai écouté Hiram et simplement j'ai vu quelqu'un qui parlait comme moi, qui comprenait ce que moi je me dis, ou alors parfois on se dit qu'on est les seuls à penser comme ça, et puis on croise quelqu'un qui pense comme nous, on se dit qu'on n'est pas finalement fou. Donc simplement il correspond à mes valeurs, il correspond à l'image du candidat que je imaginais pour le Cameroun, et j'aurais pas pris, comme je dis souvent, le risque de mettre en péril ma réputation de neutre, de critiqueuse des politiques des autres, si je ne pensais pas réellement que c'était pour moi le bon candidat. C'est la raison pour laquelle depuis là je regarde, je me pose des questions, parce que moi mon choix est déjà fait. Maintenant il faut pouvoir laisser les autres être convaincus. Ok. Bon. Désolé, je bagarre entre la connexion comme telle de la maison et celle de mon téléphone, donc petite coupure. Il n'y a pas de problème. Bon, je ne sais pas si je dois répéter la question que j'ai posée précédemment. Je crois que tu l'avais entendu. Enfin, je sais pas. Tu voulais que je parle de mon programme, mais j'avais pas entendu la fin de la question. Ok. Je disais que on ne peut pas vous laisser parcourir tout votre programme parce que ça va nous prendre assez de temps. Donc, ce que nous voulions, c'était de nous dire, en fonction des 12 clés que vous avez, les portes que vous pensez pouvoir ouvrir directement à votre accès au pouvoir. C'est-à-dire les clés les plus importantes que vous trouvez, que vous allez, réalisables dès votre prise. Oui, bon, dans l'immédiateté, il faut faire la bonne présentation générale. Tu l'as dit, nous sommes partis d'un projet de société qui s'intitule l'afro-socio-libéralisme, qui est un document global, comme j'ai dit, qui présente notre vision sur les 25 prochaines années. Et partant de ce document-là, on a consulté des avis, des experts, on a fait des sondages en ligne. On a identifié 12 clés qui sont en fait les 12 chapitres qui vont constituer le programme détaillé que les Camerounais vont découvrir dans les prochains jours. Ce sera les 12 chapitres. On nous fait beaucoup de reproches qu'il y a telle ou telle autre question qui ne sont pas dedans. Ça pourrait être assimilé à de l'oubli. Mais nous avons fait le choix au moment d'aller vers les Camerounais pour entamer la discussion sur la question électorale de ne pas venir avec un document qui serait complètement indigeste. Donc on a fait exprès d'y inscrire les réformes principales, celles les plus importantes qui permettraient au moins qu'on ait une idée et une vision de ce que l'on propose. Donc ces 12 clés. La première clé, c'est l'une des plus importantes, peut-être pas la seule, parce qu'il revient beaucoup dans l'analyse de notre projet, les questions sur comment est-ce qu'on finance ce qu'on propose. Et c'est essentiellement la première clé. Dans la présentation actuelle, justement, on l'a mise comme ça, pour qu'elle puisse permettre de comprendre, mais dans le programme définitif, je pense que ce sera le 3e ou le 4e chapitre. En tout cas, ce sera pas le premier. Mais on a insisté pour que ce soit très clair. Le Cameroun est un pays doté de richesses, qui a un budget de plus de 7 000 milliards, qui va probablement côtoyer 8 000 milliards, qui devrait être beaucoup plus quand on compare à des économies qui nous ressemblent, comme celle de la Côte d'Ivoire notamment. Et le bon sens, où j'allais dire les ratios que nous présentent les cabinets internationaux, les bailleurs de fonds nous disent que pour une économie en voie de développement comme la nôtre, si vous voulez parvenir à atteindre les performances que vous visez, vous devez avoir un équilibre dans votre budget pour à peu près 60% entre les dépenses de fonctionnement et le service de la dette, donc le remboursement de vos emprunts, et 40% vers l'investissement. Au Cameroun, on est dans du 75-25, c'est-à-dire 75% pour le fonctionnement et 25% pour l'investissement. Donc, on a une administration qui consomme beaucoup trop d'argent et qui nous empêche d'allouer nos ressources aux besoins les plus importants. Donc, notre première clé, c'est un ensemble de mesures qui visent à retrouver l'équilibre. 60-40 que l'on vise. Et en fait, quand vous regardez le dernier budget, je crois qu'on était à 5 600 ou 5 700 milliards de fonctionnement. Vous devez ramener ça à 4 400 milliards. Donc, il faut réaliser une économie de 1 100 à 1 200 milliards chaque année pendant les 7 prochaines années, puisque c'est le programme du septennat, pendant les 7 prochaines années, pour se doter de pratiquement 10 000 milliards qui permettraient d'être investis dans les écoles, les hôpitaux, les routes et les infrastructures de production de l'énergie.
Donc ça, c'est ça la première clé. On va le faire principalement déjà en réduisant la taille du gouvernement. On pense qu'on n'a pas besoin au Cameroun d'avoir un gouvernement de 63 membres, qui en fait est une logique qui est utilisée par le parti au pouvoir pour récompenser un peu les pontes du régime qui ont obtenu des résultats électoraux satisfaisants dans leur contrée. Un gouvernement de 20 membres nous semble suffisant pour pouvoir construire et piloter l'action gouvernementale. Et il y aura toute une dynamique de réduction drastique du train de vie de l'État. Donc, ce que nous appelons les dépenses inutiles, qui vont des questions de gestion du parc automobilier, les bons d'essence de l'administration publique, les frais de mission, la mercuriale des marchés publics. Je crois que certains l'ont dénoncé, par exemple, sur le marché de la canne, on se rendait compte que l'État achète le sac de ciment 3 à 4 fois plus cher que le prix que l'on rencontre sur le marché. Donc, il s'agira de mettre en place toute cette mesure-là pour aller chercher l'économie budgétaire qui va nous permettre d'aller implémenter toutes les réformes dont on a besoin. C'est ça la première clé. Je ne sais pas si tu veux qu'on aille comme ça, clé par clé. Je vais en prendre deux ou trois autres. La deuxième clé, parce que là aussi j'ai été surpris quand j'ai publié la dernière version du manifeste, les 12 clés, je crois qu'il y a 3 ou 4 jours sur TikTok, et les gens ne semblaient pas y déceler tout de suite les propositions qu'on avait en termes de résolution de la crise anglophone. Or, c'est l'essence et le principe de la deuxième clé. Ce que nous disons, je pense que dans mon récit initial, j'en ai suffisamment parlé, le Cameroun, tel qu'il est structuré, tel qu'il est organisé, tel qu'il est administré aujourd'hui, est encore le résultat de ce que les puissants de la pensée coloniale ont décidé pour nous. C'est-à-dire que nous avons été un territoire où des gens vivaient, on n'était pas un pays. À Berlin, en 1885, on nous a découpés. Ensuite, quand l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, ce territoire a été scindé en deux. Une partie a été mise sous l'administration de la France et l'autre sous l'administration de l'Angleterre, avec les conséquences sur le système économique, sur le modèle de gouvernance et autres. Et on a continué de fonctionner comme ça. Aujourd'hui, notre volonté à nous, c'est de construire un modèle de gouvernance qui est cohérent avec ce que nous sommes. Et donc, nous, ce que nous proposons dans ce sens-là, c'est, dès notre accession à la magistrature suprême en octobre 2025, de construire une démarche de consultation de la base vers, donc des consultations locales, puis des consultations départementales et régionales, pour qu'au plus tard, 1 an après l'élection, donc en octobre 2026, 1 an après l'élection d'octobre 2025, on puisse tenir une conférence nationale souveraine qui permettra donc que le projet de constitution qui va être produit à travers cette conférence-là va émaner des propositions que les Camerounais auront fait sur l'ensemble du territoire. Donc c'est cela. Et nous pensons que c'est le seul moyen de parvenir à une résolution, non seulement de la crise anglophone, mais de tous les relents de crise que l'on entend tout sur l'ensemble de notre territoire, c'est en fait d'asseoir les Camerounais à travers leurs représentants à la même table pour qu'ils définissent, et donc on reviendra sur la question électorale, qui définissent le mode de fonctionnement des institutions, l'équilibre entre leur pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, l'interaction entre le pouvoir central. Nous sommes des fédéralistes, nous défendons un État qui a un modèle fédéral, pas par mode, mais parce que quand vous regardez les sociétés africaines, même les plus anciennes, elles ont toujours été organisées sous un modèle qui ressemblait à une fédération. Et donc c'est ce qui nous convient, en plus quand vous y ajoutez toute la diversité que le Cameroun a, c'est ce qui nous convient le mieux. Mais comment est-ce qu'on va organiser cette fédération-là? Nous pensons que c'est à travers une conférence nationale souveraine qu'on peut le faire. Le MP3 a sa propre approche de la forme de l'État, qui est un État fédéral. Il y a un État fédéral avec 5 grandes régions, mais nous pensons que même si nous parvenions à gagner l'élection présidentielle, un seul parti politique, surtout que c'est une élection présidentielle à la majorité relative, ça veut dire qu'il y a des chances que celui qui la remporte n'ait même pas 50%, un seul parti politique ne peut pas décider de comment est-ce que nous devons de nouveau structurer et administrer notre territoire. Il faudra que ça provienne d'une large concertation qui se sera assurée de prendre en compte les avis de tout le monde. Donc c'est un peu ça la deuxième clé, et c'est un peu la même logique que nous avons appliquée sur toutes les clés, en se disant, ayons le courage de sortir du carcan dans lequel on nous a enfermés. Je vois qu'il y a beaucoup de critiques sur le fait que, il y a des gens qui sont très favorables, mais il y a des critiques également sur le fait que nous défendions la construction d'un système éducatif camerounais unique, bilingue, francophone et anglophone. Et je l'ai expliqué pour quelles raisons, qui intégrera également l'apprentissage des langues et de l'histoire du Cameroun, mais là aussi sur l'ensemble des plans, sur la question de le modèle de gouvernance, le modèle de production économique, nous devons avoir le courage de nous dire que le Cameroun dans lequel nous vivons, ce n'est pas nous qui l'avons conçu, c'est les autres. Et ils les ont conçus pour 2 raisons principales.
Après la révolution industrielle en Europe, le grand continent européen avait besoin de débouchés pour ses produits et avait besoin de matières premières pour son industrie. Donc la conquête du monde visait simplement à consolider leur puissance. Et c'est dans ce sens-là qu'ils sont arrivés chez nous. Et tout ce qu'on vit, comment on fonctionne, comment on est organisé, continue de participer à céder une partie de nos puissances, une partie de notre force pour consolider la puissance des autres. Et donc, pour sortir de là, il va falloir prendre des mesures difficiles. Je comprends que tu as posé la question de demander qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite. Parce qu'effectivement, dans notre programme, il y a des axes qui ne vont pas avoir des résultats immédiats. De toute façon, je pense que le prochain président de la République du Cameroun, quel qu'il soit, ce ne sera pas évident pour lui. Il va trouver un État en crise, un État divisé, un État fortement endetté. Donc, il va falloir avoir des mesures immédiates, mais il y a des mesures qui prendront du temps à être implémentées. Donc, c'est cette logique-là, je vais pas dire de décolonisation, mais c'est un peu ça. Cette logique de réappropriation de notre destin en tant qu'Africains et en tant que Camerounais, c'est celle-là qui a guidé l'énoncé, l'élaboration de chacune de nos clés, de chacune de nos réformes. Et dans quelques jours, ça va pas tarder, dans quelques jours, le programme détaillé sera publié. Pour chacune de nos réformes, nous allons présenter le plan d'action, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Nous allons dire ce que ça va coûter et nous allons dire exactement où est-ce que nous allons prendre l'argent pour financer ces réformes. Ok, merci d'avoir répondu à la question. Bon, là, je ne vais pas m'adresser à vous, je vais m'adresser au peuple camerounais qui nous regarde. Bon, je pense que c'est maintenant que vous allez pouvoir vous mouvoir et venir poser vos questions afin d'avoir des éclaircies sur ce que le candidat vient de nous dire. Il n'a pas parcouru tout son programme politique, il nous a pas présenté les 12 clés. Donc, en fonction de ce que vous connaissez ou bien en fonction de vos besoins personnels, ce que vous vivez, ce que vous ressentez au quotidien, vous pouvez monter ici pour exprimer ce que vous ressentez de par des questions. Et puis après, je pense que il vous donnera des réponses et puis vous allez voir si ça correspond à vos questions. Bon, les gars, s'il vous plaît, il faut que ça se passe dans le respect. Je vais faire monter personne par personne. Je vais le faire au hasard. C'est pas comme s'il y a... Non, c'est au hasard. Je vais piquer. Quand vous montez, vous respectez le jeune homme. Vous me respectez, vous respectez Missiva pour que l'atmosphère soit, je sais pas, conviviale. Merci. Bon, on va commencer par... Bon, je voulais savoir, Monsieur Hiram, je ne sais pas si ça sera obligatoire que les personnes qui montent soient en caméra ou ils peuvent poser les questions à visage fermé. Peu importe. Je pense que libre à elle, libre à cette personne de choisir comment est-ce qu'elle veut s'exprimer. Le plus important, c'est que, comme tu as dit, on reste respectueux et puis que j'y réponde. Ça marche. Pas d'existence. Ok. Bonsoir, le roi du pôle Nord. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir fait monter. Bon, ma question est assez simple. Pensez-vous que le Cameroun ait vraiment besoin d'un président démocrate ou bien d'un dictateur actuellement? Vu le désordre qu'il y a au Cameroun actuellement, pensez-vous qu'on ait besoin d'un démocrate ou d'un dictateur actuellement au Cameroun? Le président a besoin de quelqu'un, le Cameroun a besoin d'un président qui va y mettre de l'ordre. Je comprends très bien pourquoi vous posez la question. Je ne suis pas un pro-dictateur, je ne suis pas un producteur. Claire des mesures qu'il va implémenter et surtout qu'il mette en place une architecture dans tous les domaines qui permettent un contrôle efficace. Aussi simple que ça. Quand quelqu'un a commis un acte répréhensible, il puisse être traduit devant les juridictions compétentes. Quand un gestionnaire de la fortune publique s'est emparé de l'argent de l'État, que la justice puisse s'en saisir rapidement. Quand il y a du désordre urbain, que les polices locales puissent intervenir. On a besoin d'un démocrate rigoureux, qui sait où il va, qui sait où il va amener le Cameroun et qui mette en place un système de gouvernance qui va sévir de manière rigoureuse, excusez-moi la répétition, chaque fois qu'un méfait sera connu. Je ne suis pas en faveur d'un dictatoriat au Cameroun. Je suis un démocrate, je ne peux que défendre la démocratie. Bon, le roi du pôle Nord, j'espère que tu as eu ta réponse, donc on va passer à la prochaine personne. Moi, j'avais une question aussi. On m'a pas demandé si j'avais une question. C'est laissé Victoria. Est-ce que on est pour orner ton âme? Les questions viendront après, s'il te plaît. Voilà. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Monsieur Hiram.
pour avoir écouté votre... Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, oui, je vous entends. Okay. Pour avoir écouté de bout en bout les 12 clés que vous proposez au peuple camerounais, la question qui me revient, c'est comment vous allez gérer le fossé qui a été créé entre les citoyens et les responsables politiques au niveau financier. Donc, que ferez-vous concrètement pour restaurer la confiance démocratique quand on sait que vous parlez de l'économie grâce à la diminution du train de vie et vous parlez de l'équilibre au niveau de la justice, vous parlez des aides sociales pour les femmes et les enfants. Moi, je me demande sincèrement, comment trouver le juste milieu pour essayer de revaloriser et contrôler le secteur public et privé en voulant faire des économies. Quand on sait que le SMIC, par exemple, au Cameroun est de 43 000 et poussière, comment faire justement pour faire des économies au même moment et revaloriser et contrôler le secteur privé et public? Vu que vous parlez dans votre programme justement d'industrialisation qui va justement mener aux emplois, à plusieurs emplois. Donc ça, c'était un peu ma question. Je n'entends plus ça pour un moment. Ouais. Okay. C'est bon. Parfait. Le micro est coupé, monsieur Hiram, le micro est coupé. Je dis merci, je suis en bas depuis, mais j'arrive pas à poser la demande. Donc merci de m'avoir permis de rejoindre. Je reformule ma question parce que je peux très bien le faire. Ok. Oui, vas-y, s'il te plaît. Du coup, j'étais en train de dire qu'il y a un fossé qui s'est créé entre les citoyens et les responsables politiques. De manière, tout le monde peut constater ça, entre les biens, comme vous avez mentionné, les biens et la vie des citoyens lambda. Donc, moi, ma question, c'est que ferez-vous concrètement pour restaurer la confiance démocratique? Et ensuite, justement, vous avez mentionné que vous vouliez économiser grâce à la diminution du train de vie des ministères et tout ce qui va avec, et de l'équilibre au niveau de la justice. Vous avez également parlé des aides sociales pour les femmes et les enfants. Bon, pour moi, j'aimerais savoir comment vous allez revaloriser et contrôler le secteur privé et public tout en voulant faire des économies quand on sait par exemple que le SMIC du Cameroun est à 43 000 ou quand on sait par exemple que le Cameroun a énormément de dettes qui pourront justement traîner ou bien empêcher certaines manœuvres que vous avez mentionnées. Donc ça, c'était ma question. Sur la question du rétablissement du lien de confiance entre les Camerounais et leurs gouvernants, je pense que c'est dans un mode de gouvernance de proximité. C'est exactement ce que nous défendons. Je l'ai dit déjà, sur la prochaine constitution du Cameroun, le prochain code électoral devront émaner de consultations qui se seront assurées de prendre en compte les avis de toutes les couches représentatives de notre population. C'est comme dans l'entreprise ou dans l'associatif. Le meilleur moyen d'appeler les gens à avoir un sentiment d'appartenance ou à développer le meilleur de leur performance, c'est quand vous les associez à la mise en œuvre de vos projets. C'est exactement ce que l'État du Cameroun doit faire. Si les gens sentent qu'ils ont participé à la construction de quelque chose, il y a un lien qui les rend naturellement responsables de ce qui va se passer. Donc, nous devons dialoguer à l'échelle locale, nous devons permettre à nos citoyens d'avoir tous les leviers de contrôle de l'action gouvernementale dès l'échelle locale, par exemple par des mesures où on donne tous les pouvoirs au maire et on supprime la fonction de sous-préfet qui empêche le maire de réaliser son œuvre de développement local. Quand vous n'avez pas accompli le programme par lequel vous avez été élu, au bout de 5 ans, vous êtes sanctionné. À ce moment-là, les populations savent quels ont les moyens du contrôle, de la sanction, je n'ai même pas envie de dire de la punition. Donc, il faut rétablir ce lien-là par un mode de gouvernance totalement transparent. Ça, c'est l'une des choses. Nous sommes également en train, nous avons commencé à travailler dessus, mais c'est l'une des choses que nous défendons et que nous allons mettre en œuvre. C'est une plateforme de suivi, je ne vais pas dire de contrôle, mais oui, mais de suivi de l'ensemble des projets publics. Une plateforme transparente qui permettra à tous les Camerounais de savoir. Dans le budget de cette année, nous avons voté, je dis une connerie, 800 milliards pour réaliser 80 hôpitaux. Au mois de décembre. Au mois de janvier, nous avons construit 50 hôpitaux. Voilà le budget que nous avons consommé.
réseaux aussi, c'est dur, hein. Le Cameroun. Orange, Orange, C'est ça les réalités du Cameroun qu'on veut changer. Orange doit l'avoir 6 000. Orange, C'est ça les réalités du Cameroun qu'on veut changer, les gars. J'espère que vous avez vos cartes d'électeurs. Voilà. parce que c'est chaud. C'est chaud. Vous, là, vous avez vos cartes d'électeurs, vous deux, parce que commençons par là. Sortez les cartes d'électeurs. J'ai ma carte d'électeur. Et où? C'est là, c'est là. Sérieux, sérieux. Ok. C'est les filles nous présenter. Présente au peuple camerounais. Attends, et tu Voilà. Lui, on a vu ta vidéo quand tu partais inscrit au Canada, c'est bon. c'est là. Excusez-nous, boss. C'est bien parce que les citoyens responsables, en 2025, voilà, très bien. Je ne m'égosie pas à débattre avec les gens qui n'ont pas les cartes. Si tu veux qu'on débatte, C'est ouais, clair. d'accord. Dès que tu me montres ta carte, donc, et puis essayer de te convaincre. Si tu n'as pas la carte, vraiment, évite de me gaspiller ma salive, vraiment. La connexion au Cameroun. Et pense qu'il y aura encore trop de demandes, du coup. Non, je pense que là, il peut monter. Ou bien, les modérateurs, là, s'il vous plaît, faites un peu le nettoyage, là, pour qu'ils puissent avoir la place. Mais je pense qu'actuellement, il n'y a pas assez il n'y a pas trop de demandes. Enfin, Il faut encore nettoyer, apparemment. ouais. Voilà, le réseau, si laisse-moi un peu terminer une seule, pardon, après je te coupe encore. J'avais bien commencé. Mais, La demande est envoyée en Céleste. ah bon? Oui, il faut vérifier. Ils sont en train de chercher. Mais normalement, ça va déjà monter dans les... Quand il envoie la demande, c'est en haut, non? Putain, on peut chercher. Ah, On fait avec la réalité du terrain. Hein. Voilà. ouais. C'est ça. Vous vous étiez arrêté justement au niveau de la plateforme qui est en train d'être voilà, mis sur pied. Oui, est-ce qu'on m'entend là? Voilà, donc oui, je parlais là, je suis sur mon téléphone. J'espère que ça va tenir. Je parlais de la nécessité d'avoir justement une plateforme de transparence qui permette à tout Camerounais, quel que soit l'endroit où il se trouve au Cameroun ou à l'étranger d'ailleurs, de pouvoir sur des différents projets, infrastructures publiques. Donc il faut rétablir le lien entre les Camerounais et l'État. Je pense que votre deuxième question était de savoir si on s'achemine vers une réduction drastique du train de vie de l'État, est-ce qu'on n'est pas en même temps en train de paralyser notre capacité, c'est bien ça, non, à réaliser les projets sociaux et autres. Est-ce que j'ai bien compris pour être sûr? Voilà. Donc deux choses. Le budget s'équilibre entre les recettes et les dépenses. Donc les recettes que nous avons principalement, c'est les recettes fiscales, et les dépenses que nous avons les dépenses de fonctionnement, nous avons le remboursement de la dette. Comme j'ai dit, nous n'allons pas toucher aux dépenses au service de la dette, puisque de toute façon, il nous faut rembourser nos engagements. Mais je parlais de la réduction du train de vie de l'État, qui, elle, peut permettre de rediriger une partie de nos ressources vers le financement de nos infrastructures sociales. Et j'ai cité les catégories qui sont concernées. Il ne s'agit pas du tout de paralyser notre administration, c'est pas cela. On m'a également posé la question, je pense il y a quelques semaines, de dire en même temps, effectivement, je demande de réduire le train de vie de l'État, mais en même temps, je parle d'allocations, notamment les allocations naissance. Combien est-ce que je vais... Et c'est ce que je dis. On a à peu près 1 million de naissances au Cameroun. Et dans un hôpital public, la charge financière moyenne pour une naissance, c'est 300 000 francs CFA. Quand on n'a pas de césarienne, et on espère qu'on en aura le moins possible, ça vous fait une dépense globale de 300 milliards par année. La réduction ou l'économie que nous sommes capables de faire en ramenant notre équilibre de 60-40 vers un effet de 75-25 vers un équilibre de 60-40, comme j'en ai parlé, vous permet d'économiser 1100 milliards. Et j'estime qu'il vaut mieux économiser 1100 milliards sur les carburants, sur les logements, sur les missions, sur le train de vie global de l'État, et dans ces 1100 milliards-là, prendre 300 milliards qu'on est capable d'affecter à une charge sociale comme la naissance des Camerounais, comme l'accompagnement de nos mères qui nous donnent la vie, me donne l'impression que c'est une priorité beaucoup plus importante. Donc, à chaque fois, il va falloir arbitrer. Ce sera un arbitrage de tous les jours entre ce qui est utile
ce qui est nécessaire, ce qui est impératif, et ce dont on peut se délecter, qui n'est pas absolument une priorité pour nous. Aujourd'hui, pour pouvoir déployer et développer notre économie, vous avez besoin de 2-3 choses. D'abord, vous avez besoin des écoles qui donnent les compétences aux Camerounais pour qu'ils soient employés par notre marché de l'emploi. Vous avez besoin de l'hôpital qui soigne et qui préserve nos santé pour que nous ayons une main-d'œuvre forte. Et vous avez besoin des infrastructures. D'une part, les infrastructures de transport, routes, chemins de fer, fluviales, qui permettent aux gens de se déplacer sur le territoire, mais également d'acheminer les biens vers les zones de production, des zones de production vers les zones de consommation. Et enfin, les infrastructures de production de l'énergie. Ces 4 secteurs-là sont les 4 secteurs d'absolue priorité pour nous. Et je pense donc qu'il faut avoir le courage de couper dans certaines charges de fonctionnement pour allouer ces ressources-là et ne pas essentiellement faire fonctionner notre investissement sur la dette. Le Cameroun est déjà suffisamment endetté. Je ne sais pas si ma réponse est suffisamment claire. Exactement, c'est ce que je voulais savoir. Vous avez même Qui va là? ajouté justement certains contours que j'ai pu comprendre. Merci beaucoup. Merci d'être passé, mon gars. Une question avant qu'on ne prenne la prochaine personne, c'est de savoir, monsieur Samuel Iran me dit, quelle est la place de la femme dans votre programme? Ou le réseau c'est encore... Non, c'est pas le réseau, peut-être la réseau. Ok. J'allais dire, quelle est la place de la femme dans votre programme? Au Cameroun, on a eu de récentes... Ok. Au Cameroun, on a eu de récentes actualités, des féminicides à gauche, des féminicides à droite. Vraiment, on a l'impression, malheureusement, que même si le temps avance, la femme au Cameroun, mais en Afrique aussi en général, est encore léguée au second rôle. Est-ce que dans le gouvernement ou alors dans un Cameroun dirigé par M. Samuel Iram nous dit ce sera la même chose pour vous? Globalement, quelles sont les mesures que vous mettez en place pour les femmes? Oui, il y en a quelques-unes. Je rappelle toujours que, et ça fait partie des choses dont on doit se détacher, que l'Afrique, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, est une société matriarcale. L'Afrique antique, pas celle que l'on vit maintenant. Et que même dans l'ensemble de nos mythes, on sait très bien que l'essence ou la solidité de nos sociétés repose sur un juste équilibre entre le pouvoir masculin et le pouvoir féminin. Malheureusement, ce sont des choses qu'on a abandonnées dans le cours de notre histoire contemporaine, et c'est sûr à quoi nous aspirons, toutes les couches de la population, pour un État comme le nôtre, de savoir que sa ressource la plus importante, ce sont ses hommes, ce sont ses enfants, et que les personnes qui donnent la vie à cette ressource-là, ce sont les femmes. Et donc, il faut qu'on mette rapidement une infrastructure qui permette de protéger au moins la vie, c'est-à-dire l'accouchement, la maternité, mais également les soins de santé pour nos enfants de 0 à 10 ans. Mais spécifiquement pour le cas des femmes, nous avons 2-3 mesures. Nos femmes, nos mères, nos sœurs subissent de nombreuses violences, tant dans leur foyer que dans nos sociétés traditionnelles, qui ont gardé plein de choses dont il faut savoir se départir. Et nous pensons qu'il faut une pénalisation beaucoup plus stricte pour les violences faites aux femmes, les violences faites dans le foyer, mais également les mutilations sexuelles dans un certain nombre de sociétés traditionnelles qui continuent quand même à être une pratique. Nous sommes un quota minimum de représentativité des femmes dans les assemblées, donc les conseils régionaux et l'Assemblée nationale. Mais je pense que nos mesures, quand elles sont regardées dans leur ensemble, permettent de résoudre des problèmes qui touchent l'intégralité de la société, même si les femmes continuent et doivent toujours être le pilier de la vision telle que nous l'entendons. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de votre réponse, Missiva? Je ne sais pas si je suis même bien entendu. Non, oui, mais pour la question du gouvernement, nous travaillons à aller vers une parité. Nous travaillons à aller vers une parité. Je ne peux pas venir parler de parité alors qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que même au sein du MP3, nous n'y sommes pas encore parvenus. Moi, ce que je voudrais dire, il y a beaucoup de choses que l'on a constaté nous-mêmes dans le fil de notre action politique sur le terrain. Nous regrettons
nous rendons compte nous-mêmes au sein de nos activités, au sein du MP3, qu'on n'a pas encore suffisamment de dames avec nous. Donc, quand on a des photos qu'on fait à la fin des réunions, je vois tout de suite les commentaires sur Facebook. Donc, je pense qu'au-delà de ce qu'on peut faire pour la femme, il y a un message et un appel que je veux lancer ici pour continuer de dire. Et ça, c'est ce que je dis depuis de nombreuses années, bien avant d'avoir été en politique. La politique, c'est la gestion des affaires de la cité, c'est-à-dire c'est la gestion des affaires de tout le monde. Et on ne peut pas avoir 51-52% de la population pour le cas du Cameroun, c'est-à-dire les femmes qui s'excluent. Est-ce qu'elles le font par leur propre fait ou par l'environnement qui n'est pas favorable, qui s'excluent du champ de la prise de décision? Mais je sais que c'est pas évident. Quand nous tenions nos réunions, notre dernière conférence des délégués en octobre, nous avons placé cette conférence un samedi à 10h du matin. Du regard d'homme que j'ai, c'était l'horaire ou la plage horaire qui était la plus favorable. Et c'est là qu'un certain nombre de nos sœurs, membres du parti, nous ont rappelé que c'est quand même à cette heure-là qu'elles font le marché. C'est à cette heure-là qu'elles doivent accompagner les enfants aux activités récréatives. Et donc, ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que l'organisation même de la plateforme politique ne favorise pas toujours l'implication des femmes. Mais là, nous avons un défi à relever. Il faut que la plus large majorité d'entre nous prennent part au processus politique de manière générale et au processus électoral en particulier. Donc, je continue de le dire, mes sœurs, mes mères, mes filles, on est à un tournant particulier de notre histoire malgré les obstacles. Investissez les formations politiques, même si c'est pas le MP3, même si c'est formation politique, parce que c'est là-dedans qu'on forge l'idéologie qui va aller conquérir pour prendre le pouvoir et mettre en œuvre toutes les réformes qui vous permettent d'améliorer votre quotidien. Mais si vous n'êtes déjà pas là au moment où on élabore ces solutions-là, il y a de très fortes chances que la solution qui va conduire notre destin ne tienne pas compte de ce que vous estimez être des priorités. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame Gagné. Bonsoir. 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 Bonsoir, Madame Cotis. Bonsoir, comment vous allez? Bien, merci. Super, je vais très bien. Bonsoir la péritocratie. Bonsoir, Monsieur le Président. Je vous appelle déjà Monsieur le Président, c'est très important pour moi. Ok, j'espère que vous allez bien. Comme mon nom l'indique, je m'appelle Curtis Araben Dongo, et j'ai pas grand-chose à dire. Déjà, je félicite beaucoup votre ambition. Je suis passée plusieurs fois sur votre portfolio. J'ai pu regarder en détail, mais vraiment en détail, tout votre programme. J'ai pris mon temps de lire votre livre. J'ai pris mon temps de vous écouter sur les quelques petits plateaux que vous avez pu faire, quelques petits débats que vous avez pu donner. Et j'aimerais dire qu'en tant que Camerounaise, je vous connais pas de nulle part, vraiment, j'aimerais le signaler, mais j'aimerais dire que je suis conquise par ce que vous proposez, mais vraiment conquise. Bien malheureusement ou heureusement, on est dans le continent, c'est le Cameroun, et je ne sais pas pourquoi, je suis très 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 optimiste, mais on a ce que j'appelle aussi les prédictions. On essaie de se dire, ok, on est dans un pays où ça a toujours fonctionné comme ça. On a l'impression qu'on sait déjà qui va gagner. On a l'impression qu'on sait déjà ce qui va se passer, ce qui va se produire. On a l'impression qu'on sait déjà comment on va nous atomiser et tout et tout. Mais je veux quand même avoir foi en ce que voilà, c'est une année exceptionnelle, en ce que voilà nos efforts, les luttes qu'on a pu avoir au niveau des inscriptions dans les listes électorales et tout ça là, je vais avoir espoir que ça portera ses fruits. Maintenant, ce que je veux en fait, ce que j'aimerais avoir comme je vais appeler ça comme goutte d'eau sur moi, parce que les Camerounais sont secs, les Camerounais sont à sec. Et j'aimerais savoir, est-ce que en cas
je vais pas appeler ça échec, mais en cas de répétition de ce qu'on a l'habitude de voir, est-ce qu'on aura le MP3, est-ce qu'on aura un MP3 qui se déploie, qui se manifeste un peu plus que, parce que je suis désolée de vous dire que c'est cette année que je vous découvre. Donc, je voulais savoir, vous savez, on a les départementales, on a les régionales, on a mais tellement d'élections, on a tellement de choses où j'aimerais voir le MP3. J'aimerais voir le MP3 au sénatoriat, j'aimerais voir le MP3 à l'Assemblée nationale, j'aimerais vraiment sentir le MP3 parce que, ok, on a beau faire des cabales en ce moment, on a beau poster, reposter et tout. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il se fait un peu tard et qu'on devrait plutôt retravailler sur la stratégie peut-être pour la prochaine fois? Je sais pas. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi votre... je sais pas. Ah, bon, excusez-moi vraiment. Je sais que c'est compliqué. J'aime pas dire ça parce que ça it sounds pessimist. I'm not. I'm a really, really optimist person. But I want to know, in case of repetition, in case of this thing is happening again, what are we going to get from MP3? That's my question. Merci, Béatrice. Déjà, moi, je ne pense pas qu'il y aura une répétition. L'engagement, au niveau, je le mène. Vous avez la réflexion cartésienne, c'est-à-dire tous les éléments qui sont posés devant vous. Et ça, c'est l'équipe stratégique qui le fait, qui va vous dire, écoutez, voilà les résultats qu'on a eu dans les dernières élections, voilà comment les forces politiques sont organisées sur l'ensemble du territoire, voilà la réalité de notre chance. Si je ne regarde que ça, je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué, il y a peut-être la volonté d'abandonner. Mais après, il y a le flair de c'est peut-être une des raisons pour lesquelles à un moment donné, on s'est dit, on va y aller. Même si tous les voyants sont ouverts, en tout cas en politique. Coupez le micro, s'il vous plaît. Si vous attendez en politique que les voyants sont ouverts, vous ne créez pas la surprise et vous ne créez pas la différence. Donc moi, je pense que l'année 2025 sera jusqu'à son terme une année exceptionnelle et qu'elle apportera autre chose au Cameroun. Mais ça là, ce n'est pas Hiram Youdi tout seul. C'est pas Cabral Libi tout seul. C'est pas le professeur Moïse Kamto tout seul. C'est l'ensemble des forces qu'on va mettre ensemble pour y arriver. C'est cela. Donc, c'est vous et moi. C'est votre capacité. Et vous allez voter, à être présente, à défendre le candidat auquel vous croyez, à faire connaître son offre politique. C'est comme ça qu'on va y parvenir. Je suis, par la pratique professionnelle d'un entrepreneur, un chef d'entreprise, vous ne regardez pas les défis en termes de contraintes, vous les regardez en termes d'opportunités, en regardant exactement quelle est la différence que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez y gagner. Donc, ce sera pas facile. On fait face, on combat un ordre politique. Le RIP, c'est un monstre politique. Le seul moyen d'avoir raison de ce monde politique-là, c'est une large mobilisation populaire et c'est ce que nous défendons. Maintenant, pour le cas particulier du MP3, dont je n'assume plus par ailleurs le secrétariat exécutif, mais dont je suis membre fondateur, donc je pense quand même que je peux me permettre d'en parler, même si c'est quelqu'un d'autre qui devrait le faire à ma place. Le MP3 est le résultat d'une longue démarche, comme j'ai dit, de travail dans l'associatif de par ses membres fondateurs et d'une longue démarche politique. On a créé le parti en 2019, on a attendu 4 ans pour qu'il soit légalisé. Donc, quand on le faisait, on était dans une dynamique et une démarche de long terme. C'est pas une démarche de court terme. Et nous avons pris le temps de mailler le territoire. Peu importe le résultat de l'élection présidentielle, le MP3 sera présent aux élections municipales et législatives de 2026 et probablement également aux élections sénatoriales et régionales qui vont arriver. Donc, il n'y a pour moi aucune inquiétude sur notre participation, sur notre capacité à finir par convaincre les Camerounais dans le temps. Il y a un coup politique à jouer en 2025. Nous pensons que nous pouvons relever le défi. Si jamais il arrivait, puisqu'il y aura un seul vainqueur de toute façon, si jamais il arrivait que ce ne soit pas nous, ou que ce ne soit pas la dynamique que nous supportons, parce qu'il y a la possibilité de se rallier derrière notre candidat, pour le moment nous défendons notre offre politique, dans tous les cas, le MP3 devra continuer à mailler le terrain. Il faudra qu'on ait des élus, il faudra qu'on ait des mairies qu'on ait pu prendre, il faudrait qu'on ait au moins un groupe parlementaire, je n'ai pas envie de dire sinon la majorité à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le travail de la pléthore de candidats. Et vous allez les voir se déployer. Vous allez les voir se déployer dans les prochaines semaines. La plupart de ceux qui vont représenter notre large coalition, je ne voudrais pas parler seulement du MP3, je suis le candidat du FDC. Il y a une dizaine de partis politiques dans l'Alliance patriotique qui portent ma candidature. La plupart des visages que vous allez voir se déployer dès demain lundi sur les plateaux télé et sur le terrain sont des personnes qui vont porter, si jamais elles ne sont pas au gouvernement en cas de victoire et que nous perdons, sont des personnes qui vont porter nos listes aux élections locales. Donc soyez assurés qu'on ne va pas abandonner. Moi, je suis dans une démarche politique.
Je suis en politique plus ou moins depuis que j'ai l'âge de 19 ans. J'en ai 37, 38 bientôt. C'est pas demain la veille que je vais abandonner. Vraiment bien, le merci, ça me rassure parce que effectivement, je me dis, moi, en tant que jeune Camerounaise, très passionnée par la politique camerounaise, je me dis que si je dois supporter, si je dois voter, si je dois donner mon énergie pour un candidat, ce sera un candidat qui, même en cas de, let me say, failure, tomorrow, we'll be still there. Like, we'll still be there. We'll still be carrying our voice. We'll still be talking for us. We'll still be fighting for us. J'apprécie vraiment beaucoup. Je vous souhaite bon courage. Nous, on est là, on est derrière, on pousse. On va voter. On va se déployer comme on peut. Je vous souhaite mais vraiment bon courage. Je vous envoie tous mes encouragements, toutes mes félicitations déjà parce que je vous dis, je vous l'assure, ça, c'est un grand pas. J'ai rarement vu ce que je vois aujourd'hui. Vraiment, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Céleste et à la péritocratie de nous avoir offert cette opportunité. Mais vraiment, je suis très fière de ce que je vois là. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, madame. Thank you. Ok. Bon, moi, j'avais une autre question. Cette question, bon, c'est quelque chose qui a remarqué qui m'a un peu intrigué. J'ai essayé de mener mes enquêtes un peu sur vous. J'ai parcouru votre profil. Et puis, je suis allé regarder les gens que vous suivez. Je considère que si vous aspirez à la magistrature suprême aujourd'hui, c'est que les personnes que vous suivez doivent être des personnes quand même importantes dans vos vies. Peut-être des comédiens qui vous donnent le sourire, des personnes politiques que vous suivez selon leurs idéologies et autres. J'ai remarqué que vous suivez Jordan Bardella. Et puis, on connaît le profil du monsieur. C'est un peu celui-là qui est très raciste en France et personne ne l'aime. Moi, ça n'a pas attiré mon attention. Pourquoi le futur président, peut-être du Cameroun, va suivre un homme tel que Jordan Bardella? C'était ma question. Tu as dit qu'on suit les gens pour plusieurs raisons. Soit c'est parce que c'est des personnes qui comptent pour nous, soit parce qu'elles ont un discours qui nous parle et qui nous porte, soit parce qu'elles ont des stratégies qui peuvent nous intéresser. Et sur ce plan, et je suis très clair là-dessus, totalement transparent, je suis Jordan Bardella parce qu'en termes de communication et de stratégie politique, je trouve que je ne vais pas dire qu'il excelle, mais qu'il est très bon. Et qui fait partie de ceux, il est plus jeune que moi, hein, mais de ceux de notre génération, qui savent s'y faire pour trouver les bons outils et les bons canaux pour faire passer son message. Voilà, donc je pense que je ne suis pas du tout aligné avec lui sur l'idéologie politique. En tout cas, il défend un parti politique qui a un passé raciste avéré. Ce n'est pas du tout ce que je défends. Moi, je pense que tous les hommes naissent égaux, qu'il y a des bons et des moins bons dans toutes les communautés, dans tous les pays, dans toutes les races. Bon, il y a une seule race, la race humaine. Et donc, mais je crois qu'en tant qu'acteur politique, il faut des fois regarder ceux qui ne sont pas alignés avec nous, mais qui apportent une certaine nouveauté, une certaine fraîcheur. Je suis un nouvel acteur politique dans un champ où il y a justement une certaine tradition de la pratique de la chose politique. Si je veux apporter de nouveau, il faut que je regarde ceux qui l'ont fait ailleurs. Et donc, je suis, pas que Jordan Bardella, je suis dans plusieurs pays des acteurs politiques qui ont justement su marquer le coup et se différencier par rapport à un ordre qui était déjà établi. Ok, je suis satisfait de la réponse. Là, on a invité un frère, mais apparemment sa connexion dérange. Allô? Bonsoir, monsieur Awan. Bonsoir. Ouais. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous déplacer, genre, parce qu'il y a il y a des bruits derrière vous là. C'est bon là? Bon, c'est parfait. Nous vous écoutons. D'accord. Bonsoir, monsieur Hiram. J'avais trois questions. Bon, une question à trois volets, si on peut dire ça comme ça. Vous préférez que je vous les pose une fois ou bien que j'y vais une à une? Oui. Si c'est la même question qui a trois volets, allez-y, au besoin, je vais prendre des notes si je veux. Bon, allons-y. Bon, concernant le point sur le retrait du Cameroun de la Banque mondiale et du FMI, comment comptez-vous vous y prendre, sachant qu'on y a des dettes très élevées? Bon, ça c'est la première question. Bon, aussi, qu'est-ce que vous comptez faire concernant la fuite des cerveaux? Et aussi, comment ferez-vous pour faire revenir ceux-là qui sont déjà partis? Bon, ça c'est la deuxième question. Et la troisième, c'était votre avis par rapport à une possible coalition. Est-ce que vous y pensez ou bien ça ne fait pas partie de voilà.
Ok, merci mon frère. Alors, sur la question de l'affranchissement, l'affranchissement de la Banque mondiale et du FMI, c'est la position que nous défendons. Ça se fait en plusieurs volets. La première des choses, c'est que le Cameroun est un pays qui a des richesses et donc qui a la capacité de choisir par lui-même de ses partenaires stratégiques de manière prioritaire. Je pense que nous devons prioritairement nous tourner vers des pays qui ont un peu eu le même parcours et le même vécu que nous et qui peuvent le mieux nous comprendre, même si aujourd'hui ce sont des pays développés. Et donc, notre orientation, c'est prioritairement de travailler avec les pays africains, mais aussi avec les pays des BRICS, qui nous semblent devoir être les partenaires prioritaires qui peuvent nous accompagner dans notre démarche de développement. Donc, on se retire progressivement du FMI et de la Banque mondiale. On a des engagements irrespectés, on va les respecter. Mais pour les nouveaux engagements qu'on aura à prendre, on a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, le Pakistan, le Brésil, qui peuvent être des partenaires stratégiques qui vont mieux nous accompagner. Et je pense qu'ils auront moins la tentation d'avoir une certaine ingérence dans la gestion de nos affaires internes. Donc ça, c'est la position que je défends. Mais au-delà, je suis porté vers la construction, comme j'ai dit, d'un marché panafricain qui doit donc développer son propre fonds monétaire. Il faut le savoir, hein, le fonds monétaire africain, tel qu'il avait été pensé lorsque le guide libyen Muammar Kadhafi était encore en vie, devait avoir son siège à Yaoundé. Et ce que nous défendons également, c'est un Cameroun qui, dans le champ diplomatique, surtout sur la scène panafricaine, reprend sa position de leadership et est donc capable de mener la dynamique vers la création ou la consolidation du marché panafricain, la monnaie panafricaine, c'est ce que nous défendons, et la création d'institutions de financement complètement maîtrisées et contrôlées par les Africains. Voilà. Sur la question de la fuite des cerveaux, les Camerounais partent parce qu'ils ne trouvent pas leur compte au Cameroun. Aussi simple que ça. On a une économie qui ne parvient pas à offrir suffisamment d'opportunités d'emploi pour nos diplômés, c'est une réalité. On a un système de gouvernance qui n'est pas transparent. On a un appareil étatique qui, de manière globale, est brutal. Je n'ai pas envie de dire violent et répressif. Dans ces conditions-là, on ne peut pas empêcher les Camerounais d'aller se chercher pour avoir une vie meilleure ailleurs. Ce que nous devons faire, c'est de réassainir notre gouvernance, d'avoir des services publics, et je parle principalement les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, qui se rappellent que leur première mission, c'est d'abord de servir et de protéger les citoyens, et enfin d'avoir une économie qui est suffisamment développée, suffisamment industrialisée pour pouvoir absorber à peu près le million de Camerounais diplômés de nos universités chaque année. Voilà ce que nous comptons faire. Il y a une fuite de cerveau qui continue, donc le retour également va se faire de manière progressive. Nous défendons l'adoption de la plurinationalité pour permettre aux Camerounais de l'étranger de mieux participer à l'essor de notre économie nationale. Nous comptons mettre en place ou créer un fonds d'appui aux investissements de la diaspora pour que, voilà, ces 400 milliards, on m'a repris la dernière fois en me disant que c'était 600 voire 700 milliards, mais de mes chiffres, c'est 400 milliards de francs CFA qui sont rapatriés chaque année, depuis les 3 dernières années en tout cas, au Cameroun par la diaspora, qu'on puisse capter une partie de ces fonds-là pour financer les projets et les infrastructures publiques. Donc c'est une démarche qui va prendre du temps. Il faut que les Camerounais reprennent confiance en leur État, reprennent confiance en leurs dirigeants et surtout se disent, parce qu'une bonne partie de ceux qui partent, c'est aussi la réalité de notre champ politique, c'est les questions d'intimidation, c'est des exilés politiques qui ont fui pour pouvoir sauver leur vie. Donc il faudrait que la confiance revienne et qu'on se dise qu'on a un environnement qui est favorable où les gens peuvent s'exprimer de manière libre et de manière totalement transparente. Sur la question de la coalition, je l'ai dit, moi, la coalition, elle est dans mon ADN. En 2018, j'ai été le coordonnateur du programme politique du bâtonnier à Kérémouna. Je l'ai accompagné tout au long de cette élection-là. Pendant près d'1 an et demi, nous avons été l'un aux côtés de l'autre. Et quand nous sommes arrivés à l'ouverture de la campagne présidentielle, à 2 semaines de l'élection présidentielle, avec l'ensemble des équipes, quand nous avons regardé la cartographie des candidats de l'opposition et les chances que nous avions de victoire, nous avons été froids. On lui a dit, président, vous pouvez y aller, mais si vous allez aller, voici à peu près le score que vous allez faire et voilà comment est-ce que l'opposition va être structurée. Si vous accordez votre soutien au candidat qui est le mieux placé, il peut avoir un effet d'entraînement qui va encourager les autres à se ranger derrière lui et là, on aura une véritable chance de victoire. Ce que je regrette dans cette aventure-là, c'est quand même moi qui annonce cette coalition-là sur les antennes d'Equinox 2 jours avant l'élection, c'est que ce soit fait tard. Parce qu'on avait commencé à batailler suffisamment tôt pour que le message puisse être passé aux Camerounais au moins 5 jours, voire 1 semaine avant l'élection. Maintenant, moi, je n'étais que un jeune acteur. Je n'avais pas tout le poids qu'il fallait dans l'équipe pour que ce soit moi seul qu'on écoute.
Ça a pris quelques jours, on a fini par convaincre, mais on a fini par convaincre un peu tard. Donc, je voudrais rassurer les Camerounais, moi je l'ai dit depuis, nous sommes favorables à une coalition de l'opposition. Mais dans tous les pays du monde, l'opposition n'est pas un champ idéologique homogène. Ça veut dire que qui dit coalition, dit d'abord coalition de projets. Et c'est pour ça que nous, dès le départ, nous nous sommes rapprochés de toutes les formations politiques qui nous semblaient avoir une convergence idéologique avec nous. C'est-à-dire des formations politiques qui défendent la place de l'identité camerounaise, la renaissance africaine et notre souveraineté. On s'est rapproché de ces formations-là pour voir comment est-ce que nous pourrions faire chemin ensemble. Il y en a qu'on a pu embarquer dans notre démarche, il y en a qu'on n'a pas pu. Moi, je ne perds pas espoir. Je sais qu'en politique, le temps que les gens pensent être court et encore long, ça peut se jouer en 2-3 jours. Je suis convaincu, je l'ai dit, qu'il n'y aura pas plus de 4 grands candidats. Nous sommes 13 aujourd'hui confirmés. Je pense qu'il n'y aura pas plus de 4 à la veille des élections. Et donc, s'il y a un candidat qui me semble être mieux positionné que moi, mais surtout avec qui il y a une certaine convergence idéologique et que j'ai l'impression qu'en me rangeant derrière lui, on peut multiplier les chances de victoire de l'opposition, j'ai poussé un candidat à le faire en 2018. Je ne sais pas pourquoi maintenant que je suis candidat en 2025, je ne le ferai pas. Donc je le ferai si c'est nécessaire. Mais pour le moment, nous avons 2 mois, nous sommes en phase de pré-campagne, puis il va y avoir la phase de campagne. Je représente plusieurs forces politiques aujourd'hui, plus que le MP3, plus que le FDC, comme je dis, on est 10 partis politiques. Il y a une annonce qui arrive dans les prochains jours. Je ne prends pas la décision seul, mais je crois que j'ai des partenaires totalement objectifs. Pour le moment, nous nous battons pour que notre idéologie et notre programme remportent la plus large adhésion. Et pourquoi pas? Parce qu'on me pose beaucoup la question de savoir pourquoi est-ce que je me rangerais derrière les autres. J'ai envie de dire, j'espère également que si on a l'impression que je suis le profil qui peut le mieux défendre le projet commun, que les autres candidats se rangeront également derrière moi pour maximiser les chances de victoire de l'opposition. D'accord. Bon, merci et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bon, compte tenu de ce qu'on remarque aujourd'hui, vous avez des problèmes de connexion. En dehors de ça, il y a Eneo. Nous avons au Cameroun. Oui, bon, nous avons. Désolé, nous avons des problèmes de connexion. En plus de ça, il y a Eneo et son frère Siamois Kamwata. Quelles sont les, je sais pas, les décisions mais les résolutions que vous allez prendre par rapport à ces entreprises-là? Parce que si on doit dire les thèmes, ces entreprises nous gâchent la vie au Cameroun. Il y a beaucoup de maladies. Oui, ces entreprises nous gâchent la vie. Donc, quelles sont les résolutions que vous allez prendre par rapport à... Il faut décentraliser le service et les infrastructures publiques de manière générale. Je vais parler particulièrement du cas de l'électricité, mais c'est une question générale. Le Cameroun a aujourd'hui 58 départements. Je vous ai dit, nous sommes en faveur d'un État fédéral avec 5 grandes régions, chaque région ayant 10 à 15 départements. Donc, dans une architecture qui nous fera avoir entre 50 et 75 départements. Donc, on n'en est pas loin aujourd'hui. Mais quel que soit le découpage du territoire que vous allez faire, chacun des départements du Cameroun est doté d'une ressource qui permet de produire de manière autonome de l'électricité pour satisfaire aux besoins des populations locales. Vous avez des départements qui ont de l'eau, comme la Sanaga maritime d'où je viens. Vous avez des départements qui ont le soleil, tous les départements de nos 3 régions septentrionales. Vous avez le vent, vous avez la terre, la géothermie, vous avez le gaz. Le problème, c'est que nous sommes dans un État qui a été construit pour qu'une minorité de dirigeants concentre l'essentiel du pouvoir à Yaoundé. Et c'est pour ça que même les différentes lois et les différents projets de décentralisation n'arrivent pas jusqu'à leur terme. Parce que ces fameux 7 000 milliards de budget là, c'est une petite clique de personnes qui gèrent le pays depuis 40 ans, qui veut concentrer les pouvoirs entre eux. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons déconcentrer. Nous disons même qu'il faut fédéraliser. La conséquence sera laquelle? La conséquence, c'est que dans notre architecture, le maire sera en charge des questions du développement local. Les questions de voirie, les questions d'organisation de l'espace public. L'État régional ou la région sera en charge des questions d'infrastructure. Donc, les moyens de transport, la production et la distribution de l'énergie. Et l'État central ne se chargera que des questions régaliennes, des questions de diplomatie, de défense, de sécurité et de justice. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le maire que vous avez élu à Dibombari, à Kaélé ou à Bamenda a les pleins pouvoirs et les pleines ressources parce qu'il collecte l'impôt. Il a les pleins pouvoirs pour mettre en œuvre les projets de production d'électricité, de distribution d'électricité et d'adduction d'eau. S'il n'est pas capable de le faire au bout de 5 ans, les élus le sanctionnent par leur vote et mettent à la tête de la mairie quelqu'un d'autre qui peut le faire. On n'aura donc plus besoin de toujours aller vers Yaoundé pour résoudre des problèmes que l'on rencontre à l'échelle locale.
Spécifiquement, pour le cas de l'électricité, nous avons déjà 2 réseaux interconnectés, le réseau interconnecté nord et sud, qui seront concentrés sur l'approvisionnement des grands centres urbains des zones industrielles. Donc voilà, Yaoundé et les autres. Mais pour le reste du pays, il faut doter chaque commune, chaque département, chaque région des moyens qui lui permettent localement de produire et de distribuer l'eau potable et l'énergie électrique. Et c'est possible, c'est pas de la magie, il y a de nombreux pays africains qui le font. Il faut simplement que les gens qui se servent de notre argent pour s'enrichir acceptent de lâcher un peu du lest pour permettre aux Camerounais, à l'échelle locale, grâce aux ressources de notre pays, de résoudre leurs problèmes. C'est aussi simple que ça. Je dis, c'est pas de la magie. En fait, comme je l'ai dit, je suis pas un messie. Moi, je ne me présente pas devant les Camerounais en disant que j'ai des solutions magiques. On nous disait en école d'ingénierie que vous retiendrez de toutes vos études 2 choses essentielles, la règle de 3 et le bon sens. Et la règle de 3 et le bon sens suffisent pour diriger un pays. On n'a pas besoin d'être un magicien en éliminé. On a besoin d'organiser l'État et de mettre à la tête des différents départements ministériels les personnes qui ont les compétences techniques pour mettre en œuvre la vision que vous proposez. Donc, les solutions que nous proposons sont des solutions de bon sens que d'autres ont appliquées et qui apportent des résultats. La seule raison pour laquelle on n'arrive pas à les appliquer au Cameroun, c'est parce qu'on a des personnes qui ont pris le pays en otage et que, comme vous le voyez, on est prisonnier des guerres de clans, des personnes qui veulent continuer de gérer les 7 000 milliards de budget du Cameroun, au lieu de se concentrer peut-être à gérer les 2 000 milliards qui concernent les questions régaliennes, et que le reste des 4 000 milliards soit déployé directement au niveau des régions, des communes et des départements. Voilà ce que nous proposons. Nous pensons qu'il faut juste avoir le courage politique pour mettre cela en œuvre. Et comme dans d'autres pays, vous avez des pays où même ça va dynamiser également la scène politique. Vous avez des pays, je vais prendre par exemple l'exemple de pays étrangers, comme la France et les États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, vous avez des personnes qui font exclusivement la politique à l'échelle locale. Ils sont députés ou sénateurs d'un État, la Californie, Washington DC ou whatever, et ils se concentrent à travailler avec les ressources de cet État-là pour résoudre les problèmes locaux. Être député à Washington, ça les intéresse pas du tout. Ça les intéresse pas du tout parce qu'ils ont toutes les ressources pour travailler. Donc, en déconcentrant, on aura également une certaine animation de la chaîne, de la scène politique locale qui va faire qu'un acteur politique sera tout à fait à l'aise d'être le maire de Bertois sans avoir l'ambition d'être président de la République parce qu'il sait qu'à Bertois, il aura tous les outils pour résoudre les problèmes des populations de la ville de Bertois. Voilà comment est-ce que nous voyons cette architecture-là qui doit permettre pas seulement l'eau et l'électricité, hein, on a des routes, on a les axes où on en parle beaucoup parce que ça tue des Camerounais. On ne parle pas des routes dans nos communautés urbaines et rurales qui abîment nos voitures et qui nous font dépenser, exploser nos budgets de maintenance. On a toutes les pentes qui vont dans le changement des pièces mécaniques. Donc, il y a une nécessité de déconcentrer et de permettre que nos dirigeants politiques locaux aient tous les outils pour prendre les décisions. Ok. J'avais une autre question, mais cette question me concerne personnellement. Moi, par exemple, j'ai fait l'IAI Cameroun. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur de travaux informatiques. Et après, c'était un peu compliqué pour moi je vais dire quoi, de trouver l'emploi au Cameroun. Et puis, il y a beaucoup d'autres jeunes comme moi qui ont ce même problème-là. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que le système éducatif au Cameroun n'est pas structuré de telle sorte que chaque Camerounais, quand il finit peut-être un cursus, il n'est pas assez calé sur, je vais dire quoi, une formation en particulier. Par exemple, actuellement, je suis au Canada, je fais électromécanique. Et ici, on ne va pas de gauche à droite. On ne fait pas la mathématique, on fait le français, on fait l'anglais. Non. C'est mécanique, pratique. Ici, c'est peut-être 5% de théorie juste pour apprendre les pièces et tout. Et puis, on est tout le temps en usine. On assemble ici. On fait ça, X. Ça veut dire que si on me met dans n'importe quel cadre en entreprise, on me demande de faire des choses basiques ou bien des choses même plus professionnelles, je peux apporter quelque chose de ce que j'ai appris à l'école. Mais au Cameroun, c'est un peu plus compliqué. On a l'impression que le système éducatif est complètement déconnecté du marché de l'emploi. Comment comptez-vous régler ce problème-là? C'est exactement cela. Ce qu'il est de la gouvernance est également du système éducatif. Le système éducatif est l'héritage d'un système colonial qui avait pour but de former les relais de l'administration. Je vais prendre le cas particulier de la France parce que le système éducatif anglophone au Cameroun, qui est un peu ce vers quoi nous devons tendre, je pense, est un peu plus pratique, même s'il faut aller encore plus loin. Ce système-là visait à former les relais de l'administration. Et donc, on avait un système très littéraire,
où on continue d'avoir, aujourd'hui on a beaucoup d'écoles, d'instituts privés universitaires qui permettent de, j'allais dire, résorber un peu le gap, mais où on formait beaucoup de personnes dans les sciences politiques, les sciences juridiques, pour qu'ils soient des administrateurs. Et c'est ces personnes-là qui nous dirigent aujourd'hui. Donc c'est le logiciel que nous vivons, le logiciel éducatif que nous vivons depuis 30, 40, 50 années. Vous voulez bâtir une économie puissante qui va donc reposer sur l'industrie. Tu es en voie, je pense, ou déjà ingénieur mécanicien, qui va reposer sur une industrie qui va donc permettre, parce que c'est l'industrie qui crée de la valeur. Quand vous multipliez les industries, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez les potentiels centres de création de, on appelle ça comment, de sous-traitance autour de l'industrie. Quand vous créez une industrie, indirectement, vous créez une entreprise de transport, même si c'est pas vous qui la créez, parce qu'il va falloir transporter votre matière première ou vos produits vers les lieux de consommation. Vous donnez de l'emploi au cabinet conseil. Vous donnez de l'emploi aux assurances. Vous donnez de l'emploi aux banques. Or, tel que nous sommes structurés aujourd'hui, nous avons une économie de la consommation. Le Cameroun prend toutes ces matières premières, les exporte pour qu'elles soient transformées à l'étranger, et ensuite, on va importer la grande majorité de nos biens de consommation. Ça veut dire que tout notre potentiel de création de valeur, on le partage, on l'envoie vers des nations qui elles-mêmes sont déjà suffisamment puissantes. Et en retour, on ne construit pas une économie qui va produire les biens que l'on consomme. Donc nous devons aller vers là. Pour aller vers là, vous devez transformer le système éducatif. Vous devez avoir un système éducatif qui va donc produire les compétences qui vont venir faire fonctionner tout ce chemin, toute cette politique d'industrialisation. Donc nous nous disons deux choses, les deux sont liés. Notre politique éducative est intimement liée à notre politique économique, pour ne pas dire industrielle. Nous revenons encore à ce que j'ai dit dans le champ de l'énergie tout à l'heure. 58 départements, c'est 58 pôles de croissance. Et nous avons dit c'est 58 pôles agro-industriels que nous allons créer, qui vont reposer chacun d'eux sur 5 grandes filières. Donc dans chaque département, on identifie 3 filières agricoles et 2 filières énergético-minières. Donc c'est 5 filières. Et ce département, la base, son économie et son système éducatif sur ces filières. Donc, si vous êtes né à Yabassi, où on fait par exemple le palmier à huile, vous devez avoir sur place du secondaire, parce qu'à l'école primaire, c'est un enseignement très général. Dans le secondaire et dans l'enseignement supérieur, vous devez avoir des écoles qui vous permettent d'obtenir des diplômes d'ingénieurs, de techniciens, mais en tout cas de spécialistes de l'agroalimentaire de manière générale, de la question du palmier à huile de manière particulière, avec premièrement l'objectif qu'à 18 ans, un Camerounais qui sort de l'enseignement secondaire ait tous les outils et toutes les compétences pour trouver de l'emploi. S'il a des moyens pour continuer à l'université, tant mieux. S'il n'en a pas, au moins il peut se rendre utile à l'économie nationale, mais également avoir un salaire qui va lui permettre de nourrir sa famille. Donc, c'est que vous allez avoir des écoles très spécialisées, de plus en plus spécialisées, qui vont permettre que nos enfants ne partent pas de nos zones rurales toujours pour venir faire l'université à Douala ou à Yaoundé, avec les problèmes de vie dans le milieu urbain, d'exode rural, mais que dans chacun de nos départements, on ait tous les outils qui permettent de constituer des professionnels qui vont trouver de l'emploi là où ils ont été formés. Je pense que c'est la meilleure des solutions que nous pouvons mettre en œuvre pour s'assurer que on arrête d'avoir des fuites de cerveau, mais également qu'on ne déserte pas nos villages. Moi, je me suis rendu dans mon village il y a quelques semaines, ça faisait 5 ans que j'y étais pas allé, et il n'y a pratiquement plus personne. Il n'y a pratiquement plus personne. Donc, on doit se battre pour que nos enfants trouvent de l'emploi là où ils ont été formés et que leurs compétences, leur profil de formation correspondent exactement à ce que le marché de l'emploi réclame. Voilà. Ok, mais pourquoi de janvier à octobre? Parce que je ne comprends rien. Alors, une fois de plus, héritage colonial. Le calendrier scolaire, moi j'ai un appel qui est venu un peu perturbé. Le calendrier scolaire est généralement aligné sur plusieurs objectifs. L'un des objectifs, c'est qu'il est aligné sur le profil économique que vous avez, mais également sur les périodes climatiques. Le but des vacances scolaires, c'est de permettre, pour le cas des enfants, de pouvoir exercer ou pratiquer les activités récréatives au moment où le temps est le plus favorable.
Les vacances scolaires que nous avons actuellement au Cameroun et dans la plupart des pays africains pour aller passer des vacances avec leur famille en Europe, particulièrement en France. C'est comme ça que notre calendrier scolaire a été construit. Ce que nous disons, c'est que les périodes de vacances scolaires doivent être des périodes d'apprentissage des métiers culturels, de développement des capacités sportives, de tourisme pour visiter notre pays et se rendre compte de notre richesse culturelle et touristique. Et dans ce sens-là, on doit avoir des vacances scolaires pendant la période où le climat est le plus favorable. C'est ce que tous les pays normalement devraient faire. Et donc, dans ce sens-là, même si on me dira qu'il n'y a pas une totale harmonie des saisons sur le territoire camerounais, et je suis d'accord, on peut quand même se rendre compte que les périodes où nous avons les plus fortes pluviométries, c'est entre le mois d'avril-mai et le mois d'octobre, et les périodes où nous avons les pluviométries les plus faibles, ou alors le soleil le plus apparent, c'est du mois de novembre au mois de mars-avril. Et donc, ce que nous disons, c'est que l'année scolaire doit être alignée sur cette logique-là. Nous avons une année scolaire qui commence à la mi-janvier, qui va se terminer à la fin septembre ou au début octobre. Et nous avons des grandes vacances en octobre, novembre, décembre, potentiellement une partie du mois de janvier, qui permettent donc que pendant les périodes où le climat est favorable, nos enfants puissent développer leurs capacités créatives, puissent pratiquer les activités qui leur permettent d'avoir des compétences autres que celles que l'école permet de développer de manière directe. C'est ça la logique qui a conduit notre programme. Je sais qu'on a beaucoup de réformes pour lesquelles justement les gens ne seront pas totalement en accord, mais des espaces comme celui que vous m'offrez aujourd'hui me permettent de mieux le développer. La logique globale de notre programme, c'est de dire qu'il faut que l'Afrique redevienne elle-même. Et comment est-ce que nos ancêtres faisaient? C'est qu'ils observaient la nature. Ils observaient ce que la nature leur disait, parce que la nature est la meilleure école. Pour pouvoir construire l'avion, ce que les ingénieurs font, c'est qu'ils ont regardé les lois de l'aérodynamique et comment est-ce que l'oiseau se déplace. C'est ça qui leur a permis de penser les schémas de calcul qui ont permis de développer l'avion. Donc, pour toute chose, on regarde la nature, qui est notre mère nourricière, qui va nous indiquer comment est-ce que nous devons fonctionner. Et l'un des principaux éléments de la nature, c'est le climat. C'est le climat qui dicte les habitudes des communautés, c'est le climat qui dicte les habitudes des sociétés. C'est donc le climat qui doit dicter les différents calendriers. Qu'il s'agisse des calendriers de production, on se construit en fonction de l'économie qu'on a. Et l'économie qu'on a est dictée par le climat. La même chose pour le système éducatif. On doit avoir un calendrier qui correspond à nos réalités climatiques et qui permet, on parle d'un Cameroun qui est riche de potentialités, qui permet que pendant ces périodes-là, on puisse avoir un afflux de touristes. Et vous savez que l'activité touristique développe également des métiers. Moi, j'ai été au Canada pendant les grandes vacances. Nous travaillons dans plusieurs commerces pour venir renforcer la main-d'œuvre qui permettait justement de supporter l'afflux de touristes qu'on avait dans les restaurants et autres, dans les festivals qui étaient organisés par les différentes villes. Donc, pour faire ça, vous devez pouvoir mettre à disposition tous ces jeunes-là qui doivent être disponibles pendant les périodes où le climat est favorable. C'est ça la logique qui a dicté cette réforme. Ok. Bonsoir, monsieur Pierre. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Hiram. Avant que Pierre ne parle, je vais signaler que c'est peut-être la dernière question, parce que ça va faire 2 heures. Bon, moi, je reçois aussi des messages qui disent qu'on a bloqué les commentaires et ça ressemble à la censure. Donc, si quelqu'un a bloqué les commentaires, il faut les débloquer, qu'on n'ait pas l'impression que nous sommes en train d'empêcher certaines personnes de venir en vie. Ok. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Hiram. Je vais parler sur 2 volets. Premier volet, je vais poser des questions. Deuxièmement, je vais faire des propositions. Premièrement, j'ai lu vos 12 clés. Et ça c'est très intéressant, mais le point le plus culminant pour moi, c'est là où vous dites sortie immédiate du CFA, du franc CFA. Donc, j'ai juste pris ce point-là et je vais m'attarder sur le mot immédiat. Vous dites qu'on doit faire une sortie immédiate. Mais lorsque je fais une analyse de nos pères, des présidents qui ont été là avant nous et ceux qui sont même encore là aujourd'hui, je pense que c'est pas la volonté qui leur a manqué. Donc, je voudrais que vous essayiez de nous expliquer comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire une sortie immédiate, sans conséquence, surtout, de cette monnaie coloniale. Deuxièmement, Il y aura des conséquences. ok, il y aura des conséquences. Bon, je vais vous expliquer simplement comment est-ce qu'on pourra sortir. Donc, je préfère parler et après vous allez répondre, s'il vous plaît. Deuxièmement, lorsque je vous écoute, je vous ai écouté à plusieurs reprises. Je trouve, c'est mon avis, je trouve que vous tenez un langage qui n'est pas, je vais pas dire qu'il n'est pas nouveau, mais ce que les gens disent souvent, c'est-à-dire vous parlez des milliards, vous parlez de ceci, mais moi je dis la maman qui est au marché
de façon terre à terre, comme on dit au quartier, qu'est-ce qu'on fait pour un développement concret, quelque chose de factuel. Parce que quand on parle des milliards et tout ça, c'est bien, tout le monde le dit, mais nous, on ne comprend pas clairement ce qu'on va faire. Je prends un exemple simple. Au Burkina Faso, ils ont implémenté Faso Merbo. Développer le pays sans s'endetter. Développer le pays avec l'aide des citoyens. Et chacun peut contribuer comme il peut de façon volontaire. Pour moi, ça serait une bonne chose. C'est pourquoi j'ai parlé également des propositions. Donc, maintenant, je vais prendre mon dernier point en ce qui concerne les questions. En 2018, nous avons beaucoup soutenu un candidat jeune. Et lors du contentieux électoral, nous attendions à ce qu'il prenne position de façon claire. Et moi, j'estime que ça n'a pas été le cas. Beaucoup estiment également que ça n'a pas été le cas. Et je crois qu'aujourd'hui, la ferveur populaire qu'il avait en 2018, il ne l'a plus. Donc, ce que moi, je veux vous demander, au sortir des élections du 12 octobre, si vous n'êtes pas élu, est-ce que vous serez dans une position incertaine, comme ce candidat de 2018, ou est-ce que vous prendrez clairement position pour ou contre l'opposition, si l'opposition a gagné, selon vous, d'après les chiffres que vous avez, ou vous allez rester dans une neutralité qui ferait croire que vous êtes avec ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et en termes de proposition, comme j'ai dit, j'ai parlé de Faso Merbo qui serait une proposition pour moi, qu'on peut bien implémenter. La deuxième proposition serait d'utiliser les Camerounais à la base. Nous sommes dans des pays étrangers, nous sommes très compétents dans ces pays, mais dans notre propre pays, on n'arrive pas à s'exprimer en termes de talent, en termes d'accomplissement. Ça veut dire que aujourd'hui, si j'ai la capacité de venir dans mon village, réaliser un projet qui peut aider le village ou recouper les jeunes afin qu'on réalise un projet, je pense qu'il devrait y avoir une ouverture dans ce sens, que chacun puisse apporter du sien pour la contribution de notre pays et que pour les régions anglophones et autres, qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, que la solution soit claire. C'est-à-dire le statut spécial et tout, on a parlé de tout ça, mais il n'y a rien de concret, on ne sait pas ce qui est à l'intérieur. Donc, par conséquent, si vous prenez position, prenez une position claire pour tout le monde. Et en dernière chose, je voudrais dire, s'il vous plaît, après le 12 octobre, s'il arrive que vous n'êtes pas élu, je crois que vous faites un très bon candidat pour la suite. Donc, la position que vous prendrez donc après ces élections pourra soit entacher l'image qu'on commence à avoir de vous, soit glorifier encore plus cette image. Donc, je vous remercie et j'attends vos réponses. Merci. Ok, merci Pierre. Je vois beaucoup en commentaire. Nous autres, je pense que j'ai assez... Peut-être qu'ils nous ont rejoints après. Coupez le micro, monsieur Pierre, s'il vous plaît. Je ne vais pas revenir sur la proposition que j'ai faite là-dessus. Merci beaucoup, Pierre, pour les recommandations. Je pense qu'il y a plusieurs membres de mon équipe sur le live qui sauront en tenir compte. Sur la question, je commence par la dernière, sur la question jeune. Bon, je ne sais pas quels sont les critères pour lesquels vous avez soutenu le candidat en 2018. J'espère que le seul critère pour lequel on me soutiendra ne sera pas ma jeunesse. Je pense que là, vous venez de faire quelques remarques et quelques propositions sur la base de mon programme. Et donc, moi, je souhaite que les Camerounais m'accompagnent parce qu'ils ont lu ce que je propose au-delà du fait que je sois jeune. Le jeunisme n'est pas mon programme politique. Je l'ai dit, j'ai construit un programme sur la base de ce que moi-même j'ai reçu comme enseignement d'abord, du fait d'être un produit de l'éducation traditionnelle africaine, mais de ce que moi-même j'ai vécu dans la vie associative pendant de nombreuses années. Donc voilà, très clairement, je n'aurai pas de double discours. Je l'ai dit dans une question précédente, moi j'ai la conviction, et je le dis même sans coalition, j'ai la conviction, je l'ai dit à 2 reprises déjà, que nous n'aurons pas plus de 4 candidats au 12 octobre, parce que je pense qu'il y a des jeux d'alliance qui vont se faire dès demain. Et je pense qu'enfin, dans cette configuration-là, si nous avons 6 millions d'électeurs, et là c'est notre responsabilité à tous, ce n'est pas que celle des candidats, si nous avons 6 millions d'électeurs, celui qui sortira premier de cette élection-là sera un candidat de l'opposition. Et je ne vais pas du tout hésiter à porter ma voix pour dire qu'il est vainqueur.
Dans le travail que nous faisons avec un certain nombre d'organisations de la société civile, nous avons mis en place une plateforme. Je dis encore nous, hein, je m'excuse de parler au nom du MP3, même si je n'en suis plus le secrétaire exécutif, mais c'est un bagage auquel j'ai contribué, je suis obligé un peu de le défendre. Avec un certain nombre d'acteurs de la société civile, nous sommes en train de finaliser tout un système de contrôle et de surveillance des votes avec des OSC qui ont mis à disposition, qui vont mettre à disposition des scrutateurs, qui vont donc nous permettre d'avoir le même soir la tendance la plus juste possible du résultat de l'élection. Et je n'hésiterai pas à dire, si c'est un candidat de l'opposition qui a gagné, je n'hésiterai pas à affirmer que c'est lui qui a gagné l'élection. Il n'y aura pas de double discours sur cette question-là. Il faut que ce soit clair. Sur la question du franc CFA, là aussi, je pense que je l'ai développé à quelques reprises, mais je peux le refaire encore. Nous assumons l'adjectif immédiat qui peut sembler très fort pour certains. Nous vivons un environnement économique où nous subissons des conséquences depuis. Donc, je ne pense pas que celles qui arrivent, elles seront sans doute un peu plus difficiles. Mais il faut savoir toucher le fond pour mieux rebondir. Ce que nous disons sur la question du franc CFA, c'est que dès que nous sommes élus, nous dénonçons les accords de coopération monétaire, je crois de 72-73, qui ont donné naissance à cette monnaie qui est le franc CFA. Action immédiate. Nous entamons tout de suite un échange avec les pays frères de la zone CEMAC, dont le Tchad, la RCA, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, pour réformer la monnaie que nous avons. Et plusieurs aspects de cette réforme-là, donc le nom de cette monnaie, son arrimage fixe ou la parité fixe par rapport à l'euro, le fait qu'il y a encore, la France ait encore un siège au conseil d'administration de la BIAC avec un droit de veto, ça c'est des questions que nous attaquons tout de suite avec l'espoir de commencer à avoir une monnaie régionale qui soit détachée de ce passé historique colonial. Si nous n'y parvenons pas, nous espérons que les autres pays de la CEMAC vont nous suivre. Si nous n'y parvenons pas, là encore nous avons deux options. Le premier, c'est d'engager, en regardant la réalité de notre économie, la démarche de création de notre propre monnaie. Il y a des pays africains qui l'ont fait. Comme je le dis, oui, on peut regarder l'histoire de ceux qu'on a déstabilisés, mais aussi l'histoire des économies qui, grâce à une très bonne gouvernance, se portent bien avec leur monnaie. Le Kenya, le Ghana, l'Angola, non pas des économies qui se sont totalement effondrées parce qu'ils ont leur propre monnaie. La question de la monnaie est une question de la qualité de la gouvernance. Et donc, comme je dis, on aura deux options si on ne parvient pas à s'accorder avec les pays frères et sœurs de la CEMAC. La première option, ce sera de créer notre propre monnaie. Et la deuxième, ce sera d'autoriser l'emploi ou l'utilisation du naira sur le territoire camerounais. Le Cameroun, c'est 1800 km de frontière avec le Nigeria, qui est potentiellement la première économie africaine, un marché de 200-250 millions d'habitants que nous devons investir. C'est un marché qui a la capacité d'absorber une grosse partie de la production de notre industrie agroalimentaire. Et donc, nous avons plusieurs options. Mais la toute première, c'est une dénonciation immédiate des accords de coopération monétaire et d'engager immédiatement la réforme de la monnaie que nous utilisons avec les autres pays de la CEMAC. Merci. À une autre occasion, je poserai d'autres questions. Pas de souci, merci beaucoup. Bon, Madame ici va nous notifier que votre heure est déjà arrivée. Mais je vais lui demander peut-être 5 ou 10 minutes en plus parce que vous êtes arrivé un peu après. Et puis il y a eu des problèmes de coupure, de connexion et tout ça. Donc j'aurai une double question vu qu'on a passé de temps. Et après, je ne sais pas si on va prendre une question encore en bas et puis on va vous remercier d'être passé sur notre panel. Déjà, vous avez vécu au Canada. Et c'est un pays... Ouais, mais si, je t'écoute. Je veux juste te dire qu'il y a beaucoup de gens qui demandent nos zones. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas là pendant qu'on en parlait. Mais est-ce qu'on peut quand même y répondre peut-être plus rapidement, mais il y en a plein là. Je ne sais pas si faut... En une minute, nous avons dit que la crise... En une minute, nous avons rappelé que la crise dans le Nozo est la conséquence d'une absence de dialogue et d'une volonté pour une minorité de dirigeants de concentrer l'essentiel de la prise de décision et on dit il faut en sortir. Donc nous devons rapidement aller vers un État fédéral. Il y a deux solutions. Il y a la proposition intime du projet que je porte, qui est un État fédéral avec 5 grandes régions. Mais dans tous les cas, il va falloir initier dès le début des concertations qui vont permettre de bâtir une démarche de consultation, de prise en compte des avis de la population camerounaise dans le projet de constitution qui va être proposé à la conférence nationale souveraine que nous comptons tenir une année après notre élection, c'est-à-dire en octobre 2026. La solution au Nozo, c'est le dialogue, c'est l'écoute, c'est la concertation et c'est la suppression de cette attitude
énergivore de quelques-uns a bouffé tout l'argent des Camerounais. Aussi simple que ça. So I don't know if I have to say it in English because it seems like there are a lot of our brothers and sisters from the Northwest and Southwest on this call, on this discussion. As I was saying, the NOZO, the Northwest and Southwest crisis, is the result of a government who doesn't want to discuss with its people. So the solution we are proposing is by October 2025, starting a dialogue with all our brothers and sisters, not only on those two regions, but all around the country, to help them build the solution or give the solution that would be, I would say, the corpus of the constitution that will be validated by all Cameroonians at a national conference sovereign that will be held in October 2025 and 26, 1 year after our election. I think that this is the only way to assure everyone that the way we decide, the model we decide for managing our territory will be the result of a decision made by all Cameroonians. Ok, bon, comme il nous reste quelques minutes, j'avais 2 questions que j'ai notées de par les commentaires et puis des messages que je reçois. Donc je pense que je vais les poser. Comme vous avez vécu au Canada ici, c'est un pays dans lequel je suis actuellement. Et ici, l'homosexualité, par exemple, est légalisée. Est-ce que vous allez prendre la tête du Cameroun avec cette vision-là, étant donné que nous, au Cameroun, on a notre culture, on a des façons de voir les choses. Est-ce que vous allez légaliser l'homosexualité au Cameroun ou bien vous allez garder notre appropriation culturelle? C'est la première question. Je crois que tu veux dire dépénaliser. Parce qu'en fait, actuellement au Cameroun, l'homosexualité est considérée comme un crime et donc okay. Est-ce que vous allez garder... Voilà. Alors, comme je disais, c'est une discussion qui appartient au Cameroun. Moi, j'assume mon positionnement. Tu l'as dit, je suis un traditionnaliste africain qui est ancré dans nos ressources et dans nos valeurs et qui estime que on ne peut pas faire la promotion de l'homosexualité. Donc, je suis contre la promotion de cette pratique sexuelle, mais j'estime aussi que de l'autre côté, les gens ont le libre choix de la pratique sexuelle qui veulent être la leur. Si les Camerounais estiment qu'il est nécessaire d'ouvrir un débat sur cette question-là, nous allons l'ouvrir, nous allons écouter tous les avis, nous allons prendre une décision. Je pense aussi que autant je suis peut-être dur sur cette question-là, autant je suis un humain et que oui, il m'arrive de réfléchir, de savoir si quelqu'un mérite d'aller en prison parce qu'il a une pratique sexuelle qui est différente de la nôtre. Est-ce que nous devons accepter d'avoir une discrimination qui va jusqu'à l'emprisonnement parce qu'on a une pratique sexuelle que certains pourraient considérer comme contre nature? Donc, ce qui est sûr, c'est que je ne serai jamais, ça je peux le dire, je ne serai jamais en faveur du mariage homosexuel. Ça soit très clair. Maintenant, je suis ouvert à la discussion sur la question de la dépénalisation. Mais je pense que le président Biya l'a dit, le président Macky Sall, sur ce point-là, je suis d'accord avec eux. Il ne faut pas qu'il y ait un agenda qui nous soit imposé par d'autres avec la nécessité qu'on aille à leur vitesse sur des questions que nous n'estimons pas forcément prioritaires. Je ne crois pas que cette question-là soit la priorité des Camerounais aujourd'hui. Les Camerounais demandent à avoir de l'eau potable, à avoir de l'électricité, à pouvoir se mouvoir en toute sécurité sur leur territoire, à avoir une activité économique, à trouver un travail, à payer leurs factures à la fin du mois. Donc voilà, il ne faut pas qu'on nous impose un agenda qui, de mon point de vue, n'est pas prioritaire. Ok. La prochaine question va sembler un peu idiote pour certains, mais moi, je trouve qu'elle est assez importante. Que pensez-vous du franc-anglais au Cameroun? Parce qu'on a 2 langues, le français et l'anglais. Ce ne sont pas nos langues, je vais dire quoi, de base. Ce sont des langues qui ont été imposées. Mais de là est né le franc-anglais et puis c'est une langue qui est propre aux Camerounais. Qu'est-ce que vous pensez de cette langue-là? J'ai discuté dans ma proposition justement d'intégrer dans le système éducatif l'apprentissage d'un certain nombre de langues nationales. J'ai discuté avec des linguistes qui m'ont dit qu'on pouvait faire autrement. Et notre programme, il est agile, hein, c'est-à-dire que nous sommes conscients que nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas l'intelligence suprême. Et il faut continuer d'écouter ceux qui peuvent nous permettre d'enrichir nos propositions. Et donc, les linguistes avec qui j'ai discuté sur cette question-là me disent qu'on a justement la capacité de créer une langue nationale à partir de nos héritages, c'est-à-dire des langues traditionnelles, nos langues maternelles, comme on a l'habitude de dire,
mais aussi de l'héritage qu'on a du français et de l'anglais. Même si on veut s'en départir totalement, ça fait partie de notre histoire. Donc je pense que le franc-anglais pourrait, et là je suis pas spécialiste de la chose, mais pourrait servir de base pour construire une langue nationale camerounaise. Il faudra peut-être offrir la plateforme aux linguistes pour faire ce travail-là. C'est une richesse que nous avons créée nous-mêmes. Elle est faite d'héritage de chez nous et des héritages d'ailleurs. Je pense qu'il y a moyen d'y travailler pour pouvoir ressortir de là quelque chose qui ressemble à notre imaginaire. Voilà. Mais je pense que le franc-anglais actuel est encore un peu trop basé sur le français et l'anglais. Il faut peut-être un peu plus le nationaliser. Mais moi, je serais ouvert à regarder ce que les linguistes sont capables de faire pour sortir de là une langue nationale camerounaise. D'accord. Bon, je pense que là, nous sommes arrivés à terme et moi, j'ai remarqué que dans... Il y a une dernière question que plein de jeunes posent dans les commentaires du candidat. C'est le probatoire au Cameroun. Est-ce qu'on enlève ou on garde? Totalement inutile. Et je vais dire ce qu'il faut enlever. C'est un examen qui avait pour but de faire un filtre. Parce qu'on s'était, c'est ce que je pense, hein, on s'était rendu compte qu'on avait trop de bacheliers. L'université n'était pas toujours capable de les absorber. Mais derrière, quand ils sortaient de l'université, le marché de l'emploi ne permettait pas de leur offrir des opportunités. Il faut éliminer le probatoire. Il faut éliminer les sous-préfets, comme j'ai dit, et les gouverneurs. On ne peut pas avoir dans notre pays des dirigeants publics qui sont élus sous la coupe de personnes qui sont nommées. Donc le sous-préfet n'a plus d'existence dans le Cameroun que nous pensons. Le gouverneur, le maire a la totale, le plein pouvoir sur la gestion du développement local. Et le président de la région aura également le plein pouvoir dans l'administration de la région. On n'aura plus besoin de gouverneur. De même, le Sénat, pour moi, qui nous consomme pratiquement 20 milliards par année, n'a aucune utilité dans un État fédéral tel que nous le concevons, où l'Assemblée régionale, qui est le Conseil régional actuellement, fera son travail à l'échelle locale, et où le lien entre les territoires locaux et l'État central sera assuré par l'Assemblée nationale. Donc, sous-préfet, gouverneur, Sénat, probatoire sont des choses à annuler, qui ne nous servent absolument à rien, qui nous bouffent de l'argent et de l'énergie inutilement. Bon, ok. Vu que nous tendons vers la fin, il y a un truc que moi j'ai remarqué. Sur les passages de plusieurs candidats, que ce soit opposants ou quoi que ce soit, nous remarquons qu'on ne pense pas assez à ceux qui meurent pour la patrie, ceux qui sont dans l'armée. Je pense que, non, bon, ça c'est ma pensée, ça c'est personnel. Je sais que, voilà, j'ai pas ce pouvoir-là. Mais on devrait accorder un peu plus de respect à ces personnes-là. Je sais pas, peut-être financer, peut-être les veillées ou bien les deuils de ceux qui meurent pour la patrie. On sait qu'il y a Boko Haram de l'autre côté qui fait rage. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous comptez prendre en compte? Vraiment. Ça se fait déjà. Je crois que le problème de la considération de nos forces de défense et de sécurité ne se situe pas là. Les militaires sont aux ordres, donc ils exécutent les ordres du pouvoir exécutif. Et malheureusement, le pouvoir exécutif a beaucoup trop utilisé autant les forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, que les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armée, pour avoir un pouvoir de répression sur ceux qui ne pensent pas comme l'ordre régnant. Et ça fait que finalement, dans l'imagerie populaire, même si on a tous des militaires dans nos familles, dans l'imagerie populaire, il y a eu un détachement, une fracture entre les civils et les militaires. Et pour moi, c'est cette relation-là qu'il faut reconstruire. Il faut bâtir une armée de proximité qui sera aux côtés des citoyens pour les protéger, qui aura les leviers pour des fois ne pas suivre totalement l'exécutif quand on va dans le sens de la dérive. Et ce lien qui va se créer va ramener une sorte d'affection naturelle qui va assurer un meilleur lien entre les forces de défense et les populations. Je voudrais rappeler que c'est l'un des corps qui reçoit toujours son salaire à l'heure, H. C'est l'un des corps pour lesquels, comme vous dites, et ça c'est naturel, c'est parce qu'ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge par la dépense de l'État, qui justement les deuils. Il y a même des assurances qui permettent de couvrir. C'est très bas, mais qui permettent de couvrir les dépenses de la famille et des familles qu'ils laissent bien après leur décès. Aux États-Unis, par exemple, quand vous rencontrez un militaire, quand vous le reconnaissez par cette tenue, la première chose que vous lui dites, c'est "Thank you for your service", parce que vous reconnaissez l'apport qu'il apporte à la protection de votre territoire. Et donc oui, il y a une considération à reconstruire, mais je pense qu'on ne peut pas la reconstruire avec un ordre politique qui utilise ces militaires-là pour brimer, pour intimider, pour faire preuve de violence envers les populations. Excusez-moi.
Bon, ok. C'est vrai qu'on a plus assez de temps, mais il y a encore quelques questions. Bon, je ne sais pas si peut-être prochainement, dans d'autres passages, peut-être sur des chaînes de télé, vous aurez à répondre à ces questions-là. Et je peux rajouter rapidement, hein. Je peux rajouter rapidement au-delà des militaires, parce que tu as parlé des militaires qui ne sont pas considérés, les héros de la nation de manière générale, les militaires en font partie, ne sont pas considérés au Cameroun. Pas du tout. Et je pense, c'est l'une des propositions que nous avons faites. Nous devons avoir une semaine nationale de commémoration des héros, des patriotes camerounais. Ceux qui se sont battus pour notre libération, pour notre indépendance, mais aussi tous ceux-là qui, dans notre histoire contemporaine, font briller le Cameroun à l'étranger et sur le territoire. Donc, là-dedans, il y a les artistes, il y a les sportifs, il y a les intellectuels, les ingénieurs, les juristes et autres, mais il y a également les militaires. Il y a également les militaires qui sacrifient leur vie pour la protection de notre territoire. Donc, il faut qu'on ait un Cameroun de manière globale qui recommence à célébrer ceux qui apportent de la valeur à notre pays. Et c'est l'une des propositions que nous avons d'instituer cette semaine de commémoration des héros et des patriotes. En plus de la construction d'un musée des étoiles qui doit être construit à Yaoundé, qui justement permettra à nos enfants, et c'est pour ça que c'est important qu'on ait les vacances pendant les périodes ensoleillées, pour que nos enfants puissent parcourir et visiter tous ces espaces-là de célébration de l'excellence camerounaise. On propose la création d'un musée des étoiles, un Hall of Fame, pour les amoureux du sport, qui permettra que dans un espace, vous pouvez venir voir, rencontrer, découvrir l'histoire, la vie, le parcours de ceux qui ont marqué notre pays. Voilà. Ok, bon, je pense que là, le live touche à sa fin. Il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. Vous n'avez pas pu les poser aujourd'hui, mais je pense que vous aurez l'occasion de les poser beaucoup plus tard. On ne peut pas faire un live de 3 jours successifs parce que si on doit parler avec tout le monde, c'est au moins une semaine. Donc, on avait prévu 2 heures de live. Là, nous avons fait 2h30 de live. On a quand même excédé de 30 minutes. Voilà, on m'a tout coupé, double nationalité. J'ai déjà dit que je suis en faveur et que ce sera adopté de manière immédiate. Parce que j'ai vu ça dans les commentaires. Voilà. Donc, on a ajouté 30 minutes pour vous faire plaisir, mais là, on ne peut pas en faire plus. Donc, si Missy va avoir quelque chose à rajouter, elle rajoute ensuite. On va dire merci à M. Hiram. Non, j'ai pas grand chose à dire. Je vais juste conclure pour ma part. Je pense, et je le dis très souvent, quand j'ai commencé à parler des réseaux sociaux de politique, il y avait très peu de jeunes qui le faisaient. Je pense qu'aujourd'hui encore, on n'est pas très nombreux. Ce soir, on était 20 000 personnes connectées pour parler de politique. Ce sont des jeunes en majorité. Donc, je pense que c'est une réelle fierté pour moi d'avoir pu faire cette émission-là, d'avoir pu donner aux Camerounais cette audience-là, d'avoir pu entendre des Camerounais, des jeunes et des moins jeunes venir s'exprimer sur des questions qui finalement nous concernent. Donc ça, c'est très bien. Par ailleurs, j'aimerais dire aussi, si on me permet, que pour moi, le problème du Cameroun n'est pas d'avoir des personnes qui ont les plus grandes intelligences, les plus grands projets, les plus grandes aspirations. Oui, il faut avoir un projet, mais je pense que le problème réel de nos dirigeants, c'est souvent le manque d'amour et le manque d'envie de faire. Parce que tout ce qu'on dit, tel viendra vous dire qu'il va faire la fusée, l'autre va dire qu'il va faire les rails, les chemins de fer, etc. Mais s'il n'a pas l'envie de le faire, il ne le fera jamais. Donc vraiment, quand vous choisirez votre dirigeant, peu importe celui que vous choisirez, peu importe pour quel bord politique vous déciderez d'aller, demandez-vous réellement qu'est-ce qu'il a déjà fait qui prouve qu'il a vraiment envie de le faire. Et j'ai envie de dire, j'espère encore que tout le monde a sa carte d'électeur ici, que les 1000 personnes qui sont là ont leur carte d'électeur. C'est pas le cas, je suis désolée pour vous, mais vous avez raté un cas. Vous n'allez pas participer à ce qui va se passer en 2025. Mais en tout cas, vous pouvez encore mobiliser, vous pouvez soutenir des candidats, vous pouvez relire leur programme, parler d'eux autour de vous. Et ceux qui ont la carte d'électeur, je vous invite à aller voter le 12 octobre prochain parce qu'il s'agit de notre avenir. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, j'aurais pu faire autre chose. Je parle de politique, je m'engage, je m'investis. Ce n'est pas que j'ai moins envie de voir mes enfants grandir que vous, mais c'est que je sais que mes enfants ne doivent pas grandir dans les mêmes conditions que moi. Donc, merci encore pour cette émission. Merci d'éditorial, cette préto. Merci aux candidats qui sont venus. Je peux me permettre, madame, bien sûr. Sur quoi tu viens de conclure, la question de l'engagement. Moi, je le dis, je suis un acteur politique, donc je vais toujours prêcher pour ma chapelle. Je souhaite que les gens me votent. Mais même si les gens ne me votent pas, il faut qu'on ait une massive aux urnes le 12 octobre. Ce qui va se jouer, c'est 2 choses. Soit c'est la rupture, soit c'est la reproduction d'un système. Il n'y aura pas une troisième option. Donc, si nous décidons d'être passifs, et là, je vais dire des choses qui peuvent blesser, mais qui sont vraies, quand vous regardez les résultats de l'INAM, de l'INIA, de l'IRIC, et que vous lisez les noms là, ça ressemble drôlement à des noms qu'on entend tous les jours. C'est pour vous dire qu'il y a un système qui a tout mis en œuvre pour se reproduire. Si nous n'allons pas aux urnes, nous avons condamné notre destin pour au moins les 25 prochaines années. Donc, au-delà du candidat que vous allez voter,
Soyez là le 12 octobre. Un bureau de vote, c'est maximum 500 personnes. Sur les 500 personnes qui vont voter, s'il vous plaît, qu'on ait au moins 20 à 30 personnes qui acceptent de sacrifier cette journée-là. C'est une seule journée sur 7 ans. Qui reste dans le bureau de vote, ça va envoyer un signal fort. Qui reste dans le bureau de vote pour surveiller le comptage, pour prendre des photos du tableau, on aura marqué les résultats. Ceux qui seront scrutateurs pour obtenir le PV, le scanner et le transférer vers les différentes plateformes qui seront mises à disposition. C'est notre destin à tous. C'est pas une affaire d'Iram, c'est pas une affaire de Kamto, c'est pas une affaire de Cabral, c'est pas une affaire de Matomba et de tous les autres. C'est une affaire du peuple camerounais. Et nous, acteurs politiques, candidats à l'élection présidentielle, nous n'y parviendrons pas sans vous. Donc, au-delà de vous télescoper, de vous insulter pour savoir qui est le candidat le plus intelligent, qui a la meilleure offre, faut savoir qu'en dernière minute, notre destin repose entre vos mains. Donc, j'espère qu'on va passer la barre et je suis certain, si on passe la barre des 6 millions de votants, nous aurons un nouveau chef de l'État à la tête de notre pays le 12 octobre 2025. Ok. En tout cas, merci pour ces mots d'encouragement et je pense que à travers ceci, beaucoup de Camerounais se prêteront au jeu. Parce que ici au Canada, quand je suis allé faire ma carte d'électeur, j'ai parlé avec quelques Camerounais qui étaient sur place et on s'est donné pour objectif de sacrifier cette journée-là. Même si on travaille pas. Après les élections, on sera là pour voir ce qui va se passer de nos yeux. Parce que on va se dire peut-être qu'avant, on était trop jeunes, on ne savait pas ce qui se passait. On va vivre ça ici, au Canada. C'est la résolution que nous avons prise ici. Donc je pense que si tout Camerounais aussi prend cette résolution, on va essayer de surveiller ce qui sera notre avenir prochain. Donc merci d'être passé. Ouais. Merci d'être passé, monsieur Iram. La gendarmerie et la police ne pourront pas nous décourager si nous sommes suffisamment nombreux dans tous les bureaux de vote. Merci, merci beaucoup Céleste. Merci monsieur Iram et merci à Missiva d'être passé. Merci au peuple camerounais qui a suivi le live. Nous vous disons à bientôt. Si un prochain candidat veut passer ici pour présenter son programme, nous sommes ouverts. Et merci à Missiva encore pour l'initiative. Bye bye. On va couper le. Merci, bon dimanche et bon début de semaine.